Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invitée du jour, c'est Nathalie Delattre. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice RDSE de la Gironde. RDSE, c'est Rassemblement démocratique et social européen. Vous nous direz notamment ce que vous avez pensé de la manif de dimanche contre l'islamophobie. Durant ces 2 heures, nous recueillerons les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera en salle des conférences et ce sera au micro de Fanny Conquis. Et puis nous irons dans l'hémicycle. Quentin Calmet nous fera un point sur le début des discussions au Sénat autour du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Alexis Poulain, bonjour, fondateur du mondemoderne.media. Alexis, Bruno Retailleau a vu Christophe Castaner au sujet des listes communautaristes. Et oui, mais alors ils ne sont pas forcément mis d'accord. Ah ben on va voir ça avec vous. Tam Tranu fait aussi partie du club aujourd'hui. Tam, vous continuez de suivre pour nous les auditions de la commission d'enquête du Sénat autour de l'incendie de l'usine Lubrizol. Avec 2 auditions très critiques ce matin et puis la réponse tout à l'heure d'Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé. À tout à l'heure. Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse des livres politiques. Quel livre aujourd'hui, Marie-Pierre ? La chute de la maison Mélenchon, on va parler de Maître Yoda. Quel programme, quel teasing. Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons sur le budget sécurité prévu dans le projet de loi de finances. Largement insuffisant, pas à la hauteur des enjeux, nous dit le sénateur Philippe Dominati. Il sera sur ce plateau, il nous dira pourquoi. Nous ouvrirons le débat avec nos autres invités. #ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, les réactions au Sénat à cette manifestation de dimanche contre l'islamophobie. Une sénatrice s'est attirée les foudres de beaucoup de ses collègues. C'est l'écologiste Esther Benbassa, notamment à cause d'une photo avec une petite fille arborant une étoile jaune. Vous nous direz, Nathalie Delattre, ce que vous en pensez dans un instant. D'abord, les réactions ici au Sénat, c'est avec Jonathan Dupriez. Ce cliché a suscité une très vive polémique. La sénatrice écologiste Esther Benbassa entourée d'un groupe de manifestants, dont une petite fille arborant une étoile jaune. Le signe distinctif instauré par le régime nazi pour stigmatiser les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Taxée d'antisémitisme depuis 3 jours, la sénatrice balaie fermement ces accusations. Je suis historienne des Juifs. J'ai enseigné pendant des années à la Sorbonne. J'avais une chaire d'histoire du judaïsme jusqu'à septembre l'année dernière. J'ai écrit une 30aine de livres. Je sais ce qu'est l'antisémitisme et je n'ai pas de leçons à prendre. On a mis ça en épingle pour salir cette manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. De son côté, la droite sénatoriale s'indigne de l'emploi d'un symbole historique si durement connoté. Certains dénoncent une réappropriation abjecte de l'histoire des Juifs pendant la guerre, au profit des musulmans dans la société française d'aujourd'hui, une situation en rien comparable. Il n'y a pas de mots. Enfin, je pense que ceux qui ont utilisé ce symbole l'ont fait en toute connaissance de cause. Et je ne peux que regretter qu'Esther Benbassa dise ne pas comprendre ce que cela exprime. Voilà. Moi, ça me semble absolument abject. Tout aussi choqués par l'étoile jaune, certains cadres socialistes au Sénat se félicitent toutefois de ne pas s'être associés à la marche du 10 novembre, craignant une dérive communautariste. Cette photo est assez insupportable, non pas parce qu'il y aurait la présence de Mme Benbassa, qui, je dirais, doit assumer sa présence, et d'ailleurs elle l'assume très, très directement et sans regret potentiel, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux en tant que socialiste de ne pas avoir participé à cette manifestation, qui certes s'est bien déroulée en termes de calme, mais qui portait des messages qui, à mon avis, sont des messages de fracturation de notre société. Cette manifestation contre la stigmatisation des musulmans a rassemblé 13 500 personnes dans la capitale, à l'initiative d'associations et de plusieurs personnalités politiques de gauche. Allons plus loin donc avec vous, Nathalie Delattre, sénatrice RDSE de la Gironde, et je précise que vous êtes aussi vice-présidente de la commission des lois. Une réaction d'abord à toutes ces réactions et à la défense d'Esther Benbassa. Pour vous, elle est allée trop loin, elle vous a choqué en participant à cette manifestation ? Écoutez, ma première réaction, c'est de me dire que quand on est dans une manifestation, on ne va pas forcément faire attention à ce qui peut se passer. Les photos qui sont prises, on peut être pris à partie, demandé par un groupe. Mais je pensais qu'en réaction, elle s'apercevrait du caractère effectivement insupportable de ce symbole arboré par cette petite fille, même si quand on regarde, j'ai regardé les réseaux sociaux, c'est pas une étoile à 6 branches, c'est bien une étoile à 5 branches avec c'est ce qu'elle précise, le croissant de lune, etc. Peut-être effectivement qu'elle a pensé aux jaunes pour les gilets jaunes, mais bon, il était évident que depuis, elle s'est aperçue que cela faisait
polémique et elle devrait effectivement s'en excuser, mais non, elle assume effectivement et c'est ça qui est choquant. Et je pense que quand on va dans ce type de manifestation, oui, eh bien, on peut être en but à ce type de problème. On savait quand même que cette manifestation était pour une grande partie dirigée par des gens qui voulaient cliver et aller encore plus loin dans la déstabilisation de cette problématique. Ça veut dire qu'elle n'aurait pas dû y participer selon vous et peut-être aucun élu d'après vous à ce titre-là, nous, les radicaux, nous n'avons pas exprimé, nous ne sommes pas vraiment exprimés parce que nous n'avions pas envie de faire de caisse de résonance et nous n'avions pas envie de donner publicité à cette manifestation, mais nous n'y sommes pas allés. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous disent, après tout, c'était comme une manifestation contre l'antisémitisme, contre le racisme ? Non, c'est pas la même chose. Là, on fait appel à des notions beaucoup plus religieuses et pour nous, c'est la laïcité qui prime ce débat. Il doit se faire apaiser dans des bonnes conditions et pas dans la rue, pas de cette façon-là. Donc nous souhaitons aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est même plus le problème de la loi de 1905, c'est le problème de la loi de 1901. Et c'est de revoir toutes ces associations qui se disent culturelles, qui sont en fait des associations cultuelles. Et donc, par rapport à ça, nous avons bien sûr envie de revoir certaines choses, mais il ne faut pas le faire à chaud. Il faut se rappeler quand même que cette manifestation a été faite autour de la proposition de loi au Sénat sur la neutralité religieuse. En réaction aussi à l'attentat de Bayonne. Aussi. Donc tout cela s'est passé dans un court moment. Il y a eu cette réaction très organisée tout de même. Oui, nous avons eu à parler de cette neutralité religieuse au Sénat. Oui, nous avons eu un débat tout à fait démocratique. Nous sommes élus du peuple et nous avons eu droit à être stigmatisés. Notre nom a été cité sur des sites avec l'adresse parlementaire ou même personnelle de certains sénateurs. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nous organisions le débat ainsi et que nous répondions dans la rue pour ces débats. Je pense qu'il faut ramener de la sérénité, que nous puissions réouvrir cette discussion de façon plus posée. Pourquoi pas au Sénat. Et je vais vous inviter à réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Alexis Poulain, on commence avec vous. Vous revenez-vous sur cette rencontre Place Beauvau ce matin autour des listes communautaristes. Le patron des sénateurs LR veut les interdire. Ah oui, décidément, on enchaîne avec le voile maintenant, c'est les listes communautaristes. Alors, cette interdiction des listes communautaristes, c'est le nouveau cheval de bataille ou le dada de Bruno Retailleau qui a rencontré avec Xavier Bertrand ce matin M. Castaner, Laurent Nunez et Nicole Belloubet pour s'assurer du suivi de cette proposition que lui juge tout à fait appuyée sur des principes républicains et constitutionnels. Pourtant, cette loi, elle pose de nombreuses questions qui restent sans réponse. Comment définir ce qu'est le communautarisme ? Alors lui, il parle évidemment, qu'il parle en principe de l'islamisme politique, mais il y a d'autres façons de faire communauté. Et puis une question plus large sur la laïcité, vous en parliez, Madame la sénatrice, et la loi de 1905. Est-il nécessaire d'écrire une nouvelle loi de circonstance, compte tenu de l'actualité, quand un des fondements de la République, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, stipule dans son article 2 que le but de toute association politique est la préservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme, liberté, propriété, sûreté et résistance à l'oppression, et dans son article 10, que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que la manifestation n'en trouble pas l'ordre établi par la loi. Voilà. Eh bien si, comme le disait l'adage, l'enfer n'était-il pas pavé des meilleures intentions, et que cette proposition de loi censée défendre les valeurs de la République n'attaquait pas son fondement même. Plutôt que de créer de l'ordre, voilà une loi qui va peut-être créer davantage de désordre et qui fait monter en épingle un problème qui n'en est pas un, car nos lois et notre Constitution, eh bien, elles sont bien faites pour prémunir la République de toute dérive communautariste. Une autre question que soulève le sénateur, sans s'en rendre compte, finalement, c'est celle de la représentativité des élus de la République par rapport aux citoyens. Pourquoi tant de concitoyens aujourd'hui ne se sentent pas représentés ? D'où le besoin de ces listes communautaristes. Eh bien là, il ne répond pas vraiment à cette question. Et on préfère s'attaquer
aux conséquences plutôt qu'aux causes. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse une loi contre les listes communautaristes, la belle affaire, mais alors, faisons aussi une loi sur le financement des partis politiques, et puis une loi aussi sur le poids des lobbies et la transparence au Parlement. Mais ça ne choque pas, M. Retailleau, par exemple, que les eurodéputés français soient les champions en Europe des petits revenus annexes au Parlement européen, qui, avocats d'affaires, qui conseillent. Rappelez-vous, Sylvie Goulard avait été retoquée en tant que candidate au poste de commissaire européen parce qu'elle avait travaillé avec le lobby de M. Berguen. Eh bien tout ça, non, ça ne pose aucun problème. Pareil, la transparence sur les campagnes politiques. Pourquoi ne pas imposer davantage que cette petite commission qui a bien du mal à éplucher les comptes de campagne, mais avoir une vraie transparence des comptes de campagne, notamment pour la présidentielle. Et puis enfin, un registre des lobbies inspiré de celui au Parlement européen, ça, ce serait très bien. Alors voilà, moi j'ai plein d'idées. Il y aurait plein de lois, effectivement, à écrire pour remédier aux causes plutôt qu'aux conséquences. Et ce serait mieux de faire son travail plutôt que de faire le Don Quichotte et de s'attaquer au moulin. Alors je vais vous faire réagir évidemment, Nathalie Delattre. Je précise juste que Bruno Retailleau a répondu à notre micro dans la journée. Voilà ce qu'il nous dit en parlant de sa rencontre avec Christophe Castaner. On a partagé un constat, celui d'un islam politique en train de se radicaliser, en train de s'étendre. Voilà ce que nous déclare le patron des sénateurs LR. Et sur la question constitutionnelle, il répond aussi. C'était le cas pour la loi sur la burqa, c'était le cas pour la loi El Khomri, mais le Conseil constitutionnel a validé. Et il pointe, je cite, le parti de l'impossibilisme. Nathalie Delattre. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous tournons autour des mêmes sujets. Alors, on voit bien la préoccupation très électoraliste du moment et de récupérer des parts du marché alors qu'on arrive dans les municipales. Franchement, c'est quand même assez, là aussi, insupportable. Un point partout entre Esther Benbassa et Bruno Retailleau. Qui sera à notre micro encore tout à l'heure en salle des conférences. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, la loi, rien que la loi, répond à cette problématique. Je partage complètement l'analyse de notre chroniqueur. Aujourd'hui, si un préfet estime qu'une liste est de nature à gêner l'ordre public ou à perturber l'ordre public, si le programme ne correspond pas aux valeurs républicaines, il peut l'interdire. Donc, je pense, pour aller au-delà, qu'il faut effectivement aujourd'hui avoir du courage politique, préfectoral aussi, administratif, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir exprimer un désaccord. Parce que, oui, on parle des listes communautaristes version islam radical, mais moi je pointe aussi cette question. Qu'en est-il des listes régionalistes? Les Bretons, les Corses? Ça veut dire que, oui, donc ça va poser un problème de définition. Définition. C'est le problème de définition. Une liste de véganes qui vont avoir pour programme de brûler toutes les boucheries de France et de Navarre. Bon, là, on voit bien qu'on a la réponse, de toute manière, puisque c'est de nature à troubler l'ordre public. Donc, est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de légiférer? Je ne crois pas. Je pense que ce serait anticonstitutionnel. Oui, c'est-à-dire, j'allais vous poser la question en tant que vice-président de la Commission des lois. Je pense que nous ne serions pas effectivement dans les clous de la constitutionnalité. Tant qu'on nous annonce une réforme constitutionnelle, attendons, ayons ce débat en commission de préparation au Sénat pour pouvoir échanger de nos points de vue et faire que ce type de dispositif puisse convenir pour tout le monde, mais dans un large panel, sans avoir encore à stigmatiser effectivement une catégorie de personnes. On remarque que ça fait 2-3 fois que la droite sénatoriale se manifeste au travers de projets de loi, de propositions de loi qui stigmatisent. Est-ce que vous y voyez aussi une démarche très politique, finalement? Oui, moi je rejoins l'inquiétude de Gérard Larcher. J'entendais ce matin qu'il était fort marri d'avoir vu Monsieur Bellamy en photo avec Robert Ménard. Voilà, bon, je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui des signaux faibles. Mais de radicalisation. Donc voilà, moi je suis assez inquiète de cette droite qui effectivement est en train d'essayer de reconquérir des parts de marché. Je ne suis pas sûre que d'aller vers cette droite dure et cette extrême droite soit la bonne direction. Je pense qu'il faut effectivement qu'ils aillent chercher leur électorat et rassurer leur électorat différemment, reprendre des parts de marché sur un électorat qui est peut-être
peut-être parti un peu trop vite chez le président Macron. Le message est clair et nous aurons Bruno Retailleau à notre micro tout à l'heure dans une demi-heure. Tam Tranui, on va poursuivre avec vous ce club. La semaine dernière, vous étiez penché sur une audition très forte au Sénat dans le cadre de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Aujourd'hui, 3 autres auditions, dont celle de Delphine Batho. Oui, la députée qui a été auditionnée ce matin à sa demande, car elle était ministre de l'écologie en 2013. Elle était donc en responsabilité au moment où s'est produit le précédent accident sur le site de Lubrizol. Il s'agissait d'une fuite de gaz, un accident industriel beaucoup moins grave que l'incendie qui a eu lieu au mois de septembre, mais qui avait déjà occasionné une condamnation de Lubrizol et dont des leçons auraient dû être tirées en termes de prévention, mais aussi de gestion de crise. Or, pour Delphine Batho, ça n'a pas été le cas. On l'écoute. Le fait qu'un nouvel accident industriel beaucoup plus grave se produise dans la même usine, après que Lubrizol ait été condamné pour négligence en 2014, et sans que les leçons de 2013 n'aient toutes été retenues dans la gestion de crise, constitue à mes yeux pas seulement un échec, mais une faute de l'État. Je dis bien une faute de l'État et non pas de tel ou tel gouvernement, même si l'actuel a sa part de responsabilité. Faute de l'État, donc, mais aussi responsabilité de l'actuel gouvernement. Le jugement de Delphine Batho, il est sévère. Par la suite, dans l'audition, elle parle notamment des contradictions dans la parole ministérielle, du manque d'informations aux élus locaux et du fait qu'en 2013, on avait déjà constaté que les systèmes d'alerte étaient obsolètes. Enfin, elle juge très durement l'État sur son manque de culture du risque écologique. Alors ça, c'est pour le volet environnemental et sécuritaire. Cet après-midi, les sénateurs se sont aussi intéressés au volet sanitaire puisqu'ils ont auditionné Agnès Buzyn. Et oui, la ministre des Solidarités et de la Santé qui a d'abord rassuré sur les conséquences immédiates de cet accident. Il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de cas graves. Les conséquences sanitaires ont été modérées. Mais les sénateurs se sont fait le relais des angoisses de la population quant aux conséquences à long terme. Écoutez la rapporteure Christine Bonfanti-Dossat et puis la réponse de la ministre. Et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses personnes se réunissent toutes les semaines devant le palais de justice de Rouen en disant « Notre passé sans le Lubrizol, notre avenir, c'est le cancer ». Nous avons tout de suite évacué les gros risques. Après, sur l'effet cocktail, personne n'est capable de le modéliser, nos agences travaillent, mais il n'y a pas plus d'expertise aux États-Unis qu'en Allemagne qu'ici pour savoir ce que ça donne. Et donc ça va mettre 3 mois de plus parce qu'il faut savoir quelles molécules peuvent être issues de cette combustion et ce qu'il faut rechercher dans les prélèvements. Il faut oser le dire. Moi, vraiment, je suis prête à l'assumer devant la population, mais parfois, il faut avoir plus que 3 minutes sur BFM. On espère qu'en 3 minutes sur Public Sénat, on ne va pas donner des messages trop simplistes. On fera même une demi-heure tout à l'heure. Voilà, parfait. Néanmoins, pour expliciter ce qu'a dit Agnès Buzyn pendant son audition d'1h30, on n'a pas retrouvé de produits toxiques et cancérigènes dans l'immédiat, tels que l'amiante, la dioxine et les hydrocarbures polycycliques. Tout ça, on ne l'a pas retrouvé à des seuils anormaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences à long terme par une accumulation de substances dans le temps. Et là-dessus, on ne sait pas encore ce qu'il en est, et donc il faut attendre encore 3 mois. Oui, ce qui n'est pas forcément rassurant, Tam. D'autant que nous sommes dans un contexte où la parole publique a été beaucoup mise en cause entre, on l'a dit, les ministres qui se sont beaucoup contredits, et l'indépendance des agences sanitaires qui est questionnée par certains. Écoutez la réponse d'Agnès Buzyn là-dessus. Nos agences scientifiques et sanitaires sont des agences indépendantes. Ce sont pas... on n'est pas dans l'URSS des années 50. On ne leur donne pas l'ordre de dire ce qu'ils ont à dire. On les saisit. C'est notre travail en tant que politique de saisir une agence pour qu'elle apporte une réponse. Mais la réponse, elle est totalement indépendante. Voilà, nous sommes bien dans la France des années 2010-2020 et pas en Union soviétique dans les années 50. Reste que ça n'empêche pas les gens d'avoir le droit et d'affirmer qu'ils ont le droit de douter, surtout lorsqu'on est face à des accidents industriels ou des scandales sanitaires. Nathalie Delattre, votre regard sur ces auditions et puis cette contradiction entre une population peut-être impatiente qui veut des informations vite, un gouvernement qui dit être en incapacité de le faire parce que c'est trop tôt pour les analyses. C'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Vous savez, je suis viticultrice, donc le glyphosate, je vois bien quel est le débat. Et on voit bien que toutes ces problématiques derrière appellent un fort lobby sur des mesures environnementales très fortes. Les gens ont raison.
Effectivement, il faut aujourd'hui avancer sur des pratiques plus saines. D'un autre côté, il y a quand même la théorie du complot en permanence. C'est-à-dire, on ne nous dit pas la vérité, ce n'est pas la vérité. Même quand on nous dit qu'il n'y a pas de problème, si, c'est qu'on nous cache qu'il y a un problème. Bon. Donc, c'est un petit peu difficile aujourd'hui de pouvoir décider dans ces conditions-là. Et moi, je suis très contente qu'il y ait une commission d'enquête du Sénat qui va pouvoir se poser, prendre le temps, sans trop prendre de temps, mais en tout cas, suffisamment. Voilà, suffisamment. Oui, mais pour la population, c'est trop long. Et pourtant, c'est ce qu'il faut pour avoir ce recul nécessaire, pour avoir les analyses et effectivement pouvoir en tirer les conséquences et faire des propositions intéressantes. Je crois que Delphine Batho, quelque part, a tiré une sonnette d'alarme en disant oui, voilà, en 2013, il y avait déjà cette problématique. Que faisons-nous aujourd'hui ? Bon, ça montre que est-ce qu'il faut réduire le personnel politique ? Parce qu'à côté, il y a une administration qu'il faut pouvoir manager. C'est-à-dire qu'un ministre ne peut pas tout faire, mais un secrétaire d'État pourrait être chargé de suivre ces dossiers majeurs et d'aller voir et de lancer un process. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un plan canicule. Est-ce qu'on a véritablement un plan Céveso ? Est-ce qu'on a effectivement un plan de crise qui puisse se décliner dans chaque condition ? Un incendie, c'est vrai qu'on n'attendait pas un incendie de ce type dans cette usine et pourtant il arrive. Nous avons eu hier, avant-hier, un séisme. On arrête une centrale nucléaire par précaution. Encore une fois, il ne faut pas affoler la population. Voilà. Il ne faut pas affoler la population, c'est normal. Effectivement, mais il faut qu'ils prennent le temps d'entendre pourquoi il est normal d'arrêter cette centrale, faire de pouvoir regarder si tout est en ordre. Là aussi, je pense qu'il nous faut un plan pour l'ensemble des problématiques qui peuvent être cumulées. Donc, c'est peut-être ce qui ressortira de cette commission d'enquête. Oui, mais je pense qu'il faut de toute manière aujourd'hui se dire que nous allons aller sur des sinistres majeurs qui sont liés notamment à des changements climatiques. Donc, séismes, sécheresses qui vont faire éclater les sols, créer des brèches, des failles, bien sûr des incendies qui vont être majeurs, on le voit en Californie, donc nous aussi nous serons obligatoirement impactés. Donc aujourd'hui c'est vrai que les ministres en charge doivent être très pressants par rapport à une administration qui doit aujourd'hui rendre ses plans d'urgence. Allez, on change de sujet. Marie-Pierre Bourgeois, vous fermez la marche de ce club, vous vous êtes penchée sur le livre de Thomas Guénolé. Thomas Guénolé, qui est ? C'est un ex-cadre de la France Insoumise. Et oui Rebecca, regardez cette photo. Thomas Guénolé, c'est une des têtes d'affiche de la France Insoumise ces dernières années. Il a rejoint Jean-Luc Mélenchon quelques mois après son très beau score à la présidentielle en 2017. Et puis pam, 2 ans et demi plus tard, avec fracas, il quitte la France Insoumise. Il raconte sa tragédie personnelle dans un livre intitulé La chute de la maison Mélenchon. Et la France Insoumise a cherché à se procurer le livre avant la sortie. Avait-elle raison de trembler, Marie-Pierre ? Alors je vais vous faire une réponse de Normande, un petit peu oui, un petit peu non. Alors non, parce que beaucoup de choses en fait dans le livre sont déjà connues, à commencer par son éviction du parti. Il est accusé par la France Insoumise d'une sombre affaire de harcèlement sexuel. Thomas Guénolé, lui, dément et dit que cette accusation n'est qu'un motif pour l'empêcher de dénoncer la personnalité imprévisiblement colérique de Jean-Luc Mélenchon, je le cite. Du côté de la France Insoumise, on se défend évidemment et certains se demandent si Thomas est tellement mégalo qu'il croit vraiment que la France Insoumise ourdissait un complot contre lui. Donc ambiance à couteau très tiré. Alors au-delà du motif de son départ, là où ça peut faire un petit peu peur à la France Insoumise, c'est que ce livre, c'est vraiment une plongée dans le fonctionnement du parti. Vous pouvez mélanger, il y a plein de choses. Il y a le manque de démocratie interne, il y a la question sur la façon dont se prennent les décisions politiques, il y a les soupçons d'enrichissement personnel de Sophia Chikirou, la communicante en chef et une des très proches de Jean-Luc Mélenchon. Donc autant d'accusations qui peuvent faire du mal et qui font dire à Thomas Guénolé que l'ascension politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est une imposture qui a nourri l'espoir de millions de Français. Par ses vastes tromperies, il trahit la confiance des électeurs et des militants. Et puis il y a parfois des amitiés qui ont un peu étonné chez Jean-Luc Mélenchon. Donc là, de la même façon, Thomas Guénolé le raconte. Figurez-vous que Jean-Luc Mélenchon est assez proche de François Bayrou, à qui il a demandé conseil quand ce dernier a lancé le MoDem. Raconte-moi comment tu as fait. Tu as eu les couilles de rompre avec la droite et créer ton parti. Moi, je veux faire pareil, casser le PS et prendre les communistes. Et vous le citiez, évidemment. Évidemment. Ils en disent quoi, justement, les militants, de ce qui se passe aujourd'hui à la France Insoumise ? Et pour Thomas Guénolé, il y a deux grands types de personnes impliquées dans le parti. Les
y a les exilés, ceux qui ont été blessés par le fonctionnement autoritaire, les outrances du chef. Ça revient beaucoup. Toujours dans la bouche de Thomas Guénolé. Et puis ce qu'il appelle les jusqu'au-boutistes, très peu nombreux, mais qui soutiennent la personne de Jean-Luc Mélenchon envers et contre tout ça. Alors c'est ceux-là, par exemple, qui ont défendu Jean-Luc Mélenchon pendant l'épisode de la perquisition, qui a fait un petit peu mal à l'image du parti. Mais pas question d'en parler à l'extérieur et encore moins en interne. Sinon, gare aux exclusions qui se sont multipliées ces derniers mois. Alors, que répond Jean-Luc Mélenchon à toutes ces accusations? Alors, il est plutôt cash, Jean-Luc Mélenchon. Il dit « Beaucoup de gens qui se sont ensuite plaints de ma prétendue manière impérative se trouvaient fort contents auparavant. » Sous-entendu, vous êtes fait élire grâce à moi, donc venez pas trop m'embêter après. Et c'est vrai que beaucoup de députés aujourd'hui lui doivent directement leur place sur les bancs de l'Assemblée nationale. De quoi comparer Jean-Luc Mélenchon à, tenez-vous bien, Héraclès. C'est toujours Thomas Guénolé qui le dit. Alors Héraclès, pour ceux qui n'ont pas forcément fait leurs études de lettres, c'est le fils de Zeus qui a dompté un taureau, des juments sauvages, qui va sauver sa famille de la mort avant de finir par les tuer de ses propres mains dans un accès de colère. Vous voyez un peu le sous-entendu sur Jean-Luc Mélenchon. En parlant de colère, Thomas Guénolé dit « Imagine-t-on François Mitterrand tenter de défoncer une porte gardée en vociférant le visage écarlate. La République, c'est moi. On ne donne pas les codes de l'arme nucléaire à ce genre de personnes. » Voilà, ambiance. Vous voulez être très très fâché contre la France insoumise. Thomas Guénolé reste de nature plutôt optimiste. Et il conclut son livre en citant Maître Yoda, vous savez, le petit bonhomme avec des cheveux là dans Star Wars. N'essaie pas, fais-le ou ne le fais pas. Sous-entendu, je continue d'appeler à l'union de la gauche anticapitaliste et je ne baisse pas les bras. Nathalie Delatte, j'imagine que vous n'avez pas lu le livre de Thomas Guénolé, mais globalement, sur cette place pour une gauche forte en France, vous la croyez encore possible ? Thomas Guénolé, je l'ai rencontré quand il gravitait autour de Jean-Louis Borloo et de l'UDI. Donc, bon, il a un peu changé de bord, ça voulait nous dire. Il a un peu changé de bord, donc c'est bien qu'il persiste dans cette gauche. Moi, je crois que c'est un combat d'ego on a vraiment l'impression d'être dans les feux de l'amour dans cette histoire. Avec alors c'est beaucoup plus violent que dans les feux de l'amour. C'est beaucoup plus violent. Mais je ne sais pas, est-ce que ce livre est un appel du pied pour faire un mauvais feuilleton auprès de BFM TV, je n'en sais rien. En tout cas, bon, c'était quand même compliqué de penser que dans cette maison, le fonctionnement n'était pas forcément très démocratique, même si M. Mélenchon donne des leçons à tout le monde sur ce que doit être un modèle démocratique. Je pense que c'est une histoire interne qui doit le rester. Je pense que ça ne doit pas aller tellement plus loin. Sans plus de commentaires. Allez, je vais vous inviter à aller dans l'hémicycle avec nous. On va rejoindre tout de suite Quentin Calmet. Quentin, c'est donc aujourd'hui qu'ont commencé les discussions autour de ce qu'on appelle le PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, c'est parti pour le marathon budgétaire. L'examen du budget de la sécurité sociale a commencé il y a à peine 2 heures dans l'hémicycle. Et déjà, une série de rebondissements, Rebecca. Beaucoup de sources de mécontentement dans ce texte, mais une en particulier indigne les sénateurs, qu'ils soient de droite comme de gauche. C'est le fait qu'avant-hier, Agnès Buzyn, dans une interview au JDD, a annoncé que des mesures sur l'hôpital public allaient être présentées dans les prochains jours, dans un contexte de forte mobilisation des personnels de l'hôpital, ce qui va rendre caduque le budget présenté en séance derrière moi. Ça, les sénateurs l'ont dit il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Écoutez Jean-Marie Van Leeuwenberg, il est rapporteur général du budget. À quoi sert le Parlement ? À quoi sert ? À quoi sert le débat sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en cours, dont nous allons ouvrir la discussion aujourd'hui au Sénat, si tout se passe en dehors de cette enceinte ? Rebecca, il faut le noter, il a été applaudi sur les bancs de la gauche comme de la droite. Certains sénateurs communistes parlant à ce moment-là d'un budget insincère. D'autres sénateurs ont demandé sur Twitter dans quelle autre démocratie le Parlement est-il traité ainsi. Cela devient une déplorable habitude, a pu ainsi tweeter Philippe Dallier, le vice-président LR du Sénat, très mécontent, on l'entend dans ce tweet. Écoutez à ce propos Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales. À trop vouloir se passer du Parlement et des corps intermédiaires, le gouvernement va se trouver bien seul face aux mouvements sociaux en cours ou à venir. Un face-à-face dangereux
au risque des mouvements de la rue qui peut conduire à la paralysie et à l'abandon des réformes, mais peut-être pire encore. Sur le banc des ministres, Agnès Buzyn affiche une mauvaise mine. Elle semble regretter ce dépôt d'une motion. Écoutez la ministre de la Santé qui défendait justement le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait cette motion. Je comprends l'impatience et la difficulté de discuter d'un texte sans que l'ensemble des mesures envisagées n'aient pu être annoncées. Il en va de la clarté et de la sincérité des débats qui me tient particulièrement à cœur car, plus que tout, je respecte le rôle du Parlement, garant de notre démocratie sociale. La Commission des affaires sociales a adopté une motion de renvoi en commission. Il s'agit d'un acte fort que nous avons entendu. Je crois pourtant que l'hôpital mérite un débat. Voilà, cette motion devrait être examinée, Rebecca, dans les prochaines minutes. Elle est symbolique, car l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale va reprendre ce soir. Mais elle donne le ton. Et quel ton? Elle donne la mesure du mécontentement des sénateurs au premier jour de l'examen de ce PLFSS. Et on a bien compris ce ton grâce à vous. Merci Quentin Calmet en direct de l'hémicycle du Sénat. Nathalie Delattre, à quoi sert le Parlement, demande Jean-Marie Van Lerenbergh. Oui, plus exactement le Sénat, puisqu'elle le fait juste au moment où nous allons entamer cette discussion au Sénat. C'est effectivement, cela devient récurrent, très désagréable et très préoccupant sur le fonctionnement de notre démocratie intérieure. Qu'est-ce qui est récurrent? Que l'exécutif oui, qui annonce des mesures. Il y a des débats qui se font au Sénat et peu de prise en compte, alors que l'on sait, et l'année dernière, je pense que au moment où nous allions certainement parler beaucoup de cet article 3, c'est-à-dire la non-compensation par le gouvernement des dépenses de la sécurité sociale suite aux mesures Gilets jaunes, il faut simplement se souvenir que le Sénat a su alerter le gouvernement sur toutes les problématiques et sur les revendications qui allaient se passer s'il n'entendait pas. Donc c'est vrai que c'est assez pénible de voir qu'un an après, jour pour jour quasi, nous retombons sur les mêmes travers et même encore plus loin. C'est-à-dire que la dernière fois, ils n'avaient pas voulu écouter. Là, ils essayent d'anticiper avant que nous ayons pu nous exprimer. Et ce débat, elle pouvait un débat à part sur l'hôpital. Oui, mais c'est toujours à part. On nous dit toujours. Alors depuis, je sais pas, ça fait 2 ans maintenant que je suis sénatrice. Le sujet va toujours arriver. Donc attendez, c'est pas la peine d'en parler maintenant. On va en parler un peu plus loin. Bon, et un peu plus loin. Des fois, on le voit pas venir. Et puis, on est en réaction toujours à ce qui se passe dans la rue. C'est dangereux de gouverner ainsi. C'est aussi pour couper l'herbe sous le pied des manifestants. Il va y avoir une manifestation encore sur les urgences jeudi. Grosse mobilisation dans les hôpitaux. On voit bien que l'idée, c'est aussi ça. C'est pour que les manifestants n'aient plus de revendications. Oui, mais ils en auront toujours. On sait qu'effectivement, il n'y a pas forcément de solution miracle. Sinon, ça fait un moment qu'elle nous l'aurait donné. Donc, je pense qu'il faut savoir ramener un débat apaisé dans l'hémicycle, que nous puissions, et c'est bien dit, que les corps intermédiaires fassent leur boulot, qu'ils nous laissent faire le travail et qu'ils n'essayent pas de tout faire. Aujourd'hui, ils veulent occuper tous les postes. Ce n'est plus possible de gérer comme ça le pays. Merci infiniment Nathalie. Merci à vous d'avoir été avec nous dans Allons plus loin. Merci à tous les 3 d'avoir été les membres du club du jour. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré cet après-midi au crédit sécurité du projet de loi de finances. L'Assemblée vient de voter des moyens en hausse pour les forces de l'ordre. Première priorité du gouvernement, nous dit Christophe Castaner. Et pourtant, ça ne suffit pas à l'opposition. Pourquoi? Qu'est-ce qui coince? On va ouvrir le débat dans un instant. D'abord, les chiffres et les réactions avec Alizé Boissin. 335 millions d'euros en plus en 2020. Pour la 3e année consécutive, le budget alloué à la sécurité va augmenter. Au total, le gouvernement promet 13,8 milliards d'euros aux forces de l'ordre. La priorité est donnée au recrutement avec la création de 2500 postes. Des postes loin de répondre au malaise des policiers, selon ce sénateur. Il est venu assister à l'examen en commission des finances du budget sécurité. Vous ne pouvez pas recruter du personnel en nombre relativement conséquent sans parallèlement augmenter les ressources de fonctionnement. Ce personnel nouveau, il a besoin de véhicules plus récents, il a besoin d'être correctement logé et donc sur ce plan-là, c'est notoirement insuffisant. Donc ça ne répondra pas aux soucis aujourd'hui que rencontrent la gendarmerie, la police et l'ensemble des forces de sécurité. En 10 ans, les dépenses de personnel dans les forces de l'ordre ont explosé, au détriment des dépenses de fonctionnement et d'investissement. Véhicules non renouvelés, locaux vétustes, c'est ce que dénoncent les sénateurs.
on n'est pas du tout au niveau de ce que devrait être l'effort de la nation pour ses forces de sécurité intérieure qui ont été autant sollicitées ces dernières années. Autre sujet de crispation, les heures supplémentaires. Christophe Castaner a promis d'en rembourser 3,5 millions. On annonce comme un cadeau qu'on va budgétiser 1/5 du stock des heures qui sont dues. C'est-à-dire à peu près ce qui va être consommé l'année prochaine. Dans quelle entreprise, dans quelle commune, on présenterait comme un cadeau au personnel le fait qu'on prévoit de repayer 1/4 des heures supplémentaires qu'ils ont déjà accumulées. Un manque de moyens qui a fait descendre dans la rue le mois dernier 20 000 policiers. Avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Philippe Dominati, bienvenue. Vous êtes sénateur de Paris, rattaché au groupe LR, vice-président de la commission des finances et auteur d'un rapport dans le cadre de la mission sécurité. Saïda Hamada, bienvenue à vous également. Vous êtes député La République En Marche de Marseille. Jean-Marc Gabouty, bienvenue. Vice-président du Sénat, sénateur RDSE de la Haute-Vienne et membre de la commission des finances. Et nous attendons Frédéric Ploquin, qui est un journaliste spécialiste des questions de police-justice. Philippe Dominati, qu'est-ce que vous reprochez à ce budget sécurité prévu pour 2020 ? Bien écoutez, il est particulièrement inquiétant parce que d'abord, le périmètre est flou, parce qu'on a enlevé 300 millions de crédits pour affecter à la nouvelle direction du numérique, puis à un service des achats du ministère de l'Intérieur, ce qui permet à l'exécutif de faire semblant d'avoir un budget en augmentation. En réalité, c'est un budget extrêmement déséquilibré, où pour la première fois depuis presque toujours, les frais de personnel, notamment dans la police, représentent 90% des crédits affectés à la mission sécurité. Et donc, ça se traduit par le fait que depuis des années, il y a eu des augmentations d'effectifs et une diminution des moyens pour que ces agents de l'État puissent travailler. Donc, il n'y a plus de voitures en état de fonctionner correctement. On va le voir en image. Plus de carburant, plus d'entraînement pour les agents de police, puisque 10% du budget sont consacrés seulement au fonctionnement et à l'investissement. Je rappelle juste quelques chiffres, ce qui a été voté à l'Assemblée, en tout cas au début du mois. 13,8 milliards d'euros de crédit, une augmentation de 525 millions d'euros, création de 1400 emplois nets dans la police nationale, 490 postes équivalents temps plein pour la gendarmerie et un plan de recrutement que je rappelle sur 5 ans de 7500 policiers et 2500 gendarmes au total. Pour vous, Saïda Hamada, il y a une forme de... vous vous dites c'est un peu injuste de dire ça quand on augmente les crédits, mais on dit que c'est mal réparti ? Alors, vous avez raison, on peut toujours discuter de la répartition des crédits, et c'est d'ailleurs le rôle à la fois de l'opposition et de la majorité de pouvoir, en tant que parlementaire, de pouvoir discuter soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, de la manière ici, sur ce plateau. ou sur ce plateau, vous avez raison, en votre compagnie, de la répartition de ces crédits. Moi, ce qui me semble important, c'est évidemment que les crédits augmentent, que le plan quinquennal qui a été lancé par la majorité soit respecté. Vous le disiez très justement, plus 10 000 policiers sur 5 ans, c'est quand même pas rien. Et puis, il faut s'adapter aussi à l'environnement qui est nouveau, avec la création de l'OFAS, notamment pour la lutte anti-drogue. Je suis député à Marseille, c'est quand même quelque chose qui me concerne plus particulièrement et qui, moi, m'intéresse. Et puis, cet effort de mutualisation des services, gendarmerie, police, qui est destiné à dégager des moyens pour permettre justement aux agents d'en avoir plus, notamment sur le terrain. Donc, il y a l'aspect RH, ressources humaines que l'on augmente. Il y a cet aspect mutualisation et tout ça permet de dégager des moyens supplémentaires. Vous le disiez très justement, notamment pour le parc immobilier et mobilier de la police nationale et de la gendarmerie qui aujourd'hui souffre d'un retard patent et sur lequel il faut qu'on ait une action forte. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Mais évidemment, en 1 ou 2 années, c'est compliqué de rattraper le retard qui s'est accumulé. Jean-Marc Gabouty, vous convainc, vous, ce budget, ou vous aussi vous pointez un problème de répartition ? Non, les moyens qui augmentent. Non, mais je crois qu'il faut mettre les choses vraiment sur la table. Il y avait un manque d'effectifs et des moyens qui sont sans doute insuffisants. Le gouvernement ne peut pas rattraper sur 1 an ou sur 2 ans, rééquilibrer complètement. On vient de parler des heures supplémentaires. Le stock d'heures supplémentaires, il ne s'est pas fait au cours des 6 derniers mois. C'est un stock qui date d'un certain nombre d'années et qui s'est aggravé au fil des années. 22 millions d'heures supplémentaires. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on ne génère pas de nouvelles heures supplémentaires sans augmenter les effectifs. Ça me paraît un petit peu difficile. Alors, il y a peut-être un gain à la marge en termes d'organisation, comme le dira Philippe Dominati, je n'en doute pas. Mais néanmoins, il y avait ce besoin d'effectifs qui, à une époque, il y a une dizaine d'années, avait été réduit. Bon, il y avait un rééquilibrage à faire avec une adaptation à des situations nouvelles. Je veux dire que les effectifs qui ont été mobilisés l'an dernier sur à la fois sur, la lutte contre le terrorisme et les problèmes de manifestation intérieure, c'est quelque chose de relativement inédit.
auquel aucun gouvernement n'avait été jusqu'à présent confronté au cours des dernières décennies. Donc la réponse numérique est une réponse. Mais c'est vrai qu'il y a du retard en termes d'équipement et qu'il va falloir le rattraper à un moment ou à un autre, mais tout faire en même temps, ça me paraît difficile. Philippe Dominetti, vous me dites ce budget n'augmente pas. Non, d'abord, il n'y a pas d'augmentation du budget. Il y a une très faible augmentation, elle est inférieure à 1%. Donc on ne peut pas appeler ça une augmentation. Deuxièmement, cette augmentation, elle se fait essentiellement pour les frais de personnel et au détriment du fonctionnement et de l'investissement. Le budget d'investissement baisse en 2020 par rapport à 2019. Le budget de fonctionnement baisse en 2020 par rapport à 2019. Autrement dit, on a de plus en plus d'agents et de moins en moins de moyens. Et ça, c'est pas que cette année, sauf que cette année, c'est devenu encore plus grave que les années précédentes. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on a perdu 3 ans, 4 ans à parler d'un rythme de travail, ce qu'on appelait la vocation forte. C'est au cours du dernier mois du quinquennat précédent que ça s'est produit. Mais on a dit, on va trouver un système qui va permettre d'améliorer les choses. Alors, si vous voulez bien, on va prendre des exemples très concrets de difficultés rencontrées. On va voir une séquence et on fera rentrer notre 4e invité qui est arrivé. Des difficultés rencontrées par les forces de l'ordre et qui est peut-être à l'origine de ce malaise. En mars 2018, l'un de nos journalistes, Clément Perrault, avait fait un reportage sur le manque de moyens criants. Oui. Il l'avait tourné près de Marseille, justement, et il avait notamment suivi le sénateur Grosdidier. Les choses ont-elles un peu changé depuis ? Vous allez peut-être me répondre. Je voudrais d'abord qu'on regarde cette séquence. 183 453 km. Ce sont des véhicules qui ont en moyenne plus de 150 000 km, qui ont du mal à passer au contrôle technique. Sur un parc de 6 véhicules, on a 3 véhicules en réparation et on a été dépanné par des unités moins chargées que nous pour le prix de véhicules occasionnels, non équipés passerelles et non équipés radio pour certains. Vous voyez ce genre de bureau, par exemple ici, donc 2 places de travail. Et pour autant, on a 3 voire 4 militaires qui viennent travailler ici. Quand on parlait tout à l'heure de petits tracas du quotidien, on a ce genre de choses. Et je vous le disais, on accueille Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste des questions de police-justice, auteur de « C'était la PJ, le temps béni des flics ». Je vous laisse souffler une seconde, je vais d'abord me tourner vers Saïda Hamada. C'est plus le temps béni, justement. Exactement, vous arrivez au bon moment. Ça saute aux yeux, voilà. C'est vrai que c'est une séquence assez forte, elle date d'il y a 1 an. Est-ce que les choses ont vraiment changé ? Est-ce que ce budget peut permettre de faire changer les choses en termes de moyens et non pas d'effectifs cette fois ? En termes de moyens, bon, ça a été dit très justement, il faut s'inscrire sur un temps forcément un peu plus long qu'1 année pour arriver à résoudre les difficultés qui se posent à nous sur un budget de 19 milliards. Vous disiez, monsieur le sénateur, qu'il n'y avait pas d'augmentation en même temps qu'il y en avait une d'1%. Bon, 1% sur 19 milliards, c'est quand même pas rien. Enfin, au moment où justement on compte les euros et les euros sont importants, il faut rappeler qu'on maintient ce budget important, on l'augmente pour la partie RH, et donc évidemment ce n'est pas suffisant, je suis le premier à le dire. Mais il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à faire en sorte que sur un temps relativement court, qu'on programme, on le fait pour la défense, limite on pourrait le faire peut-être pour le ministère de l'Intérieur, que l'on puisse programmer une augmentation du budget récurrente qui permette d'arriver de manière pérenne à résoudre les difficultés qui se posent à nous. Et ne pas être sur, j'allais dire, des effets d'annonce sur une année et dire, bon voilà, on met un peu plus de millions et puis l'année précédente, on ne sait plus ce qu'on en fait. Je pense que les agents qui travaillent tous les jours sur le territoire ont besoin de savoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quels moyens ils auront de manière pérenne d'entretien des véhicules, des armes qui leur sont données. Et on n'en a pas encore parlé, mais il y a quand même des policiers aujourd'hui qui se suicident. Et l'accompagnement aujourd'hui de ces policiers-là... Et ça fait partie du malaise profond qu'ils traversent. L'accompagnement de ces policiers-là me semble extrêmement important et aujourd'hui, et je le dis en tant que député de la majorité, on n'est pas encore au niveau. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin dans l'accompagnement des personnes qui sont en difficulté, eu égard notamment à ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes et la pression extrêmement importante qui est exercée sur les forces de police. Frédéric Ploquin. Justement, à propos de suicide, on est exactement à 1 an après le suicide de Maggie Biskupski, qui était la présidente assez charismatique du fameux mouvement des policiers en colère qui était descendu dans la rue pendant à peu près 1 mois pour réclamer à l'époque des moyens, justement, les moyens de faire leur boulot. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que là, on parle d'argent, de grosses enveloppes, mais on a quand même la chance d'avoir en France des flics, pardonnez-moi l'expression, mais qui aiment leur métier, qui sont attachés à leur métier et qui ne réclament pas de l'argent pour de l'argent, ils réclament de l'argent pour faire le métier qu'ils aiment, c'est-à-dire en gros pour lutter contre le crime dans ce pays. Là, aujourd'hui, on est... Moi, je n'avais pas le chiffre de 19 milliards. J'avais pour la police seule le chiffre de 11 milliards. On est à 11 milliards sur la police. Ce qui veut dire effectivement une augmentation de 1%. Mais le problème, je pense qu'il faut mettre les pieds dans le plat tout de suite, c'est que le problème, c'est que cet argent, il va aller où ? Il va aller essentiellement
dans les salaires. C'est-à-dire C'est qu'en ce que gros, nous disait Philippe Dominati juste avant. En gros, ça va être entièrement absorbé à ça. Et quand vous regardez de près, je regardais justement avant d'arriver les enveloppes, cette hausse de 1% affectée directement au fait qu'on enrichit la police en hommes, c'est-à-dire qu'on va avoir plus d'hommes et de femmes, donc il faut les payer. Et c'est là où tout va, ça devient une entreprise de main-d'œuvre énorme. Mais si vous regardez sur l'année sur 2020, le budget de fonctionnement est appelé à baisser. J'ai vu un chiffre de 27%, c'est-à-dire le budget de fonctionnement et les investissements encore plus. Or, les investissements, c'est ce qui permet effectivement sur le long terme de sortir, d'en finir avec les commissariats poubelles, pardonnez-moi l'expression, qui déshonorent encore notre pays aujourd'hui. Et on vient de le voir encore en image. Juste un dernier mot sur ce qui vient d'être dit à propos effectivement de la programmation. La dernière loi de programmation valable qui a impacté sérieusement la police, elle remonte à Pierre Joxe. C'était quand même extrêmement loin. C'était 1985, loi de programmation sur 5 ans, où l'État dit, effectivement, la police est dans un tel état de misère qu'il faut mettre beaucoup d'argent. Un plan d'envergure, ouais. Et voilà. Et je pense que, si vous voulez, la police française, par rapport à toutes les autres polices européennes, y compris par rapport à la police portugaise, espagnole aujourd'hui ou italienne, elle est sous-équipée. Elle a un budget de fonctionnement moindre et elle se retrouve avec des voitures qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. Et le policier qui est dans une voiture pourrie, ça impacte forcément sur son état moral. Il se dit, est-ce que je suis considéré par l'État? Est-ce que je suis considéré par mes chefs? C'est ça qu'il se dit, lui, dans une bagnole pourrie dans laquelle vous ne voudriez pas rouler, et moi non plus. Jean-Marc Abouti. Moi, il m'est arrivé de rouler dans des voitures qui avaient 150 000 km. Ça va. Oui, mais votre métier, c'est pas de courir après des Oui, c'est ça. Oui, alors, mais attendez, justement, quand on parle de voiture, quand on parle de véhicule, qu'un véhicule un petit peu ancien, pour transporter des policiers qui vont surveiller des manifestations festives le week-end ou qui font de la présence, je dirais, en milieu urbain, mais sans risque, et ceux qui font l'interception sur autoroute avec les stop and go, ils ne doivent pas avoir le même type de matériel, ils n'ont pas besoin des mêmes performances. Donc il faut pas généraliser, et j'ai entendu un chiffre tout à l'heure qui a été donné, en disant c'est 8 ans d'âge et 110 000 km pour la moyenne, je crois, c'était gendarmerie ou police. Mais si c'est 200 000 km pour la gendarmerie, 150 000 ou 170 000 pour la police. Mais dans les deux cas, c'est beaucoup. Hein. Mais il y a 8 320 véhicules rien que dans la police, sur à peu près 30 000. Qui ont atteint ces deux critères. Imaginez surtout que votre voiture, quand vous rentrez à la maison, vous la mettez au parking, il y a votre voisin en dessous qui va la prendre pour en partir au boulot. Quand il va revenir, il y a le voisin d'au-dessus qui va la prendre pour partir au boulot. Non, mais c'est ça le sort subi, le rythme. C'est pas juste votre petite voiture que vous entretenez. Oui, mais il faut regarder le nombre de kilomètres, annuels. Non, et puis vous transportez des gens. Et puis on a vu qu'il n'y avait pas pas que les voitures, pardonnez-moi. Non, mais juste pour finir avec les voitures, vous transportez dans ces voitures parfois des gens pas très propres. Mais le fait majeur de ce budget, c'est que le parc automobile vieillit, aussi bien dans la gendarmerie que dans la police. Il n'y a pas d'effort pour le rajeunir. On sait qu'il est déjà vétuste, mais la moyenne d'âge s'accroît. Il vieillit parce qu'il manque. Par exemple, on a vu pour la gendarmerie presque entre 800 et 900 véhicules cette année pour être à parc constant, ce qui n'est pas le cas. Alors, l'extrait qu'on a pu voir dans ce reportage avait été réalisé dans le cadre de la commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure. 32 préconisations en étaient ressorties, parmi lesquelles, je vous en cite juste 3, il y en avait 32. L'élaboration d'un livre blanc de la sécurité intérieure, une meilleure prise en charge des risques psychosociaux, la création d'une académie de police qui regrouperait les 3 corps de la police nationale. Les sénateurs ont-ils été suivis, ont-ils été écoutés? On va demander à François Grosdidier, le sénateur LR, qui a justement porté ce rapport. Il est en salle des conférences avec Fanny Conqui au Sénat. François Grosdidier, vous avez été le rapporteur de cette commission l'année dernière qui a été menée sur le malaise des policiers. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez été écouté ? Non, hélas, pas du tout. On aurait aimé l'être. Mais ce projet de budget est très loin du compte. On a quoi ? On annonce effectivement la création de 1500 policiers et gendarmes. C'est pas mal, sauf qu'il faut rapporter aux effectifs. C'est 0,5-0,6% des effectifs actuels. Et on est passé à côté de la simplification du code de procédure pénale avec le projet de loi qui a été proposé, qui aurait permis, si le code de procédure pénale avait réellement été simplifié,
de gagner l'équivalent de dizaines d'équivalents temps plein de policiers et de gendarmes qui aujourd'hui passent les 2/3 de leur temps à la procédure et seulement 1/3 sur le terrain, ce qui explique une partie du malaise. Ensuite, l'investissement n'y est pas du tout. L'investissement n'y est pas du tout. On est à quelques pourcentages d'augmentation alors qu'on a un immense retard à rattraper. On part de budgets qui étaient insuffisants pour les augmenter un peu, ce qui ne permet pas de rattraper la vétusté du parc immobilier où les locaux sont indignes, du parc automobile alors que les véhicules accusent 7-8 ans d'âge, des centaines de milliers de kilomètres au compteur. Et enfin, pour les heures supplémentaires, on annonce comme un cadeau le fait qu'on provisionne, rendez-vous compte, 1/6 de ce qu'on doit en heures supplémentaires aux policiers, alors que dans n'importe quelle entreprise ou dans une commune, ces heures seraient payées intégralement, sans quoi il y aurait des recours au prud'homme. C'est fou que ça continue et que la nation ne fasse pas l'effort qu'il faut pour rattraper le déficit des conditions matérielles qui créent ce malaise des policiers, aussi des gendarmes. Merci François Grosdidier d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci Fanny Saïd Hamada. C'est vrai qu'il y a un sentiment de frustration pour tous les sénateurs et sénatrices qui ont travaillé sur le sujet de longs mois et dont on voit que les préconisations ne sont pas écoutées. Ne sont pas toutes, mais d'ailleurs on est quelques parlementaires à avoir fait des rapports et on n'espère jamais que toutes les recommandations soient prises en compte, mais par contre que la vision soit partagée. Je pense qu'on est d'accord tous ici sur le fait qu'il y a un rattrapage qu'il faut effectuer sur ce qui est aujourd'hui l'état à la fois des hommes et du matériel. Il faut aussi tenir compte du fait que les efforts de synergie, dont je parlais tout à l'heure, vont dégager des marges de manœuvre. Prenez le dépôt de plainte, par exemple, qui peut se faire aujourd'hui par voie numérique. Ça dégage des marges de manœuvre. De fait, la coopération qu'il y a avec certaines collectivités, vous avez police municipale et nationale qui travaillent de manière de plus en plus étroite, parfois en partageant les mêmes locaux. Ça aussi, ce sont des sources de synergie. Moi, j'ai eu la chance, je pense que ça a été le cas aussi pour mes collègues parlementaires, de gérer une collectivité. On sait bien que y compris à budget constant, vous pouvez faire des choses. Vous avez des marges de manœuvre qui existent. Et au-delà du budget, moi, ce que je n'aurais pas laissé à penser, c'est qu'évidemment, il faut rattraper ce retard, mais au-delà des moyens, il y a aussi la considération qu'on a pour les hommes qui aujourd'hui portent l'uniforme. Parce qu'on parle de création de postes, il faut quand même aussi avoir à l'esprit qu'il y a une crise des vocations aujourd'hui qui commence à poindre dans la police. Je crois que c'est le dernier concours des gardiens de la paix, où on n'a pas atteint les 20 000 candidats, commissaires aussi. Donc, c'est-à-dire que vous avez plus de postes ouverts que de personnes qui postulent, ce qui pose quand même un petit problème. Donc, il y a aujourd'hui cette crise de vocation sur laquelle il faut travailler. Et de manière plus générale, c'est le statut et la considération que l'on a pour les hommes qui portent l'uniforme. C'est pour ça qu'il est important à chaque fois qu'on s'attaque à un homme en uniforme, à chaque fois qu'on a affaire à des policiers qui sont molestés, ou gendarmes qui sont molestés, il faut qu'on soit solidaire sur le fait que cela n'est pas tolérable, qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et je terminerai juste sur le fait que aujourd'hui, les enjeux qu'a affronté la police, j'en citerai quelques-uns: le terrorisme, la radicalisation, le communautarisme. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, mais on va dire les crises sociales de manière générale qui se gèrent différemment aujourd'hui. Donc tout cela appelle à être agile sur la manière dont on gère les effectifs, le budget, etc. Alors oui, il faut une programmation. En même temps, qui est capable d'anticiper ou qui aurait été capable d'anticiper le mouvement des Gilets jaunes et du coup les heures supplémentaires qui auraient été générées et les heures qu'on a aujourd'hui ce réservoir de 23 millions d'heures supplémentaires qui date de plusieurs années. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'enjeux, donc je ne voudrais pas qu'on s'arrête uniquement à la question des moyens. C'est beaucoup plus large, c'est quasiment une question sociétale qui se pose à nous. Frédéric Ploquin. Non, mais les moyens, ça fait partie de la considération. C'est-à-dire que j'en suis. Les policiers... mais pas que. Voilà, non, mais c'est vrai qu'on est en 2019. C'est vrai que moi, on me fait, en tant que journaliste, rentrer parfois dans des commissariats où j'ai vraiment un peu honte. Et je suis extrêmement gêné. Je veux dire que même des commissariats en plein Paris. L'autre jour, je suis allé à un commissariat vers les Invalides, là, en plein Paris. Je descends dans la salle, j'ai regardé là où il y a le centre de tir, etc. Et plus je descendais dans les escaliers, plus ça sentait la merde. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe dans votre commissariat? Il y a un problème et tout. Ouais, ça fait 6 mois que ça dure, on a appelé les plombiers, machin, etc. Ils viennent pas. Et ça vaut de l'or. C'est-à-dire que ça détruit le moral des policiers. C'est-à-dire de travailler dans ces circonstances, aucun d'entre nous n'accepterait de travailler dans un endroit qui pue les égouts, quoi, en gros. Eh bien, ça arrive. Et de même, après,
j'ai vu de mes propres yeux, c'est la vérité, en banlieue parisienne, des commissariats où les eaux d'évacuation ressortent dans la salle où on se change. Ce sont des choses comme ça. C'est par là que ça passe. Je veux dire, la crise de vocation, enfin tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les dangers du métier, la haine anti-flic en France qui se développe, tout ça, c'est vrai que ça décourage les jeunes de rentrer dans la police. Mais il n'y a pas que ça. Mais par ailleurs, mais là aujourd'hui, dans le budget, honnêtement, c'est vrai qu'il monte, mais on n'aura pas les moyens de réviser, de changer, de transformer tous ces commissariats dans les 5 années qui viennent. On n'aura pas les moyens, vu, encore une fois, que les policiers aujourd'hui en France sont relativement bien payés, parce que c'est ça en fait, c'est que les syndicats depuis 20 ans ont négocié régulièrement des augmentations de salaire, à juste titre, hein, on a tous envie de ça, mais qui ont été acceptés par les gouvernements successifs, parce qu'en fait, c'est pas une histoire de majorité actuelle ou pas actuelle, c'est 30 ans, c'est 30 ou 40 ans de mauvaise gestion matérielle du matériel de la police. C'est pas le gouvernement actuel, je veux dire, les commissariats dans les années 60, 70, je dirais, étaient déjà assez vétustes. Philippe Dominetti. Les policiers ont toujours travaillé dans des Il y a 15 ans, le frais de personnel, c'était 80% du budget. Oui. Le fonctionnement et l'investissement, c'était 20%. C'était un bon équilibre. Aujourd'hui, dans ce budget, c'est 90% pour le personnel, 10% pour le fonctionnement et l'investissement. C'est le problème principal. Donc la considération, moi je ne peux pas vous suivre, on n'est pas tous d'accord pour dire qu'un effort de rattrapage est fait. Au contraire, le décalage se poursuit. Il y a une dissociation entre le discours, qui est plein de bonne volonté, celui que vous tenez, je le partage. Mais par contre, dans le budget, le compte n'y est pas. Parce qu'il y a un discours d'un côté de la part du gouvernement, et de l'autre côté, on laisse s'accroître les difficultés. Vous parlez de la vocation, je partage totalement ce que vous dites sur la vocation. Mais pour autant, qu'est-ce que l'on constate? On constate que toutes les municipalités, maintenant, doivent faire des polices municipales et qu'elles sont mieux loties que la police nationale. Les véhicules fonctionnent, les uniformes sont là, la formation est présente. Regardez Paris. À Paris, la majorité actuelle municipale ne voulait pas entendre parler de police municipale. Ça fait 18 ans qu'elle disait qu'elle était hostile. Puis d'un seul coup, toutes les formations politiques, la vôtre, celle du président de la République, la gauche, nous, depuis longtemps, on le réclamait. Maintenant, tout le monde est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a une déficience. Et cette déficience de la police nationale, vous ne pouvez pas parler de vocation si vous ne donnez pas des moyens. Or, nous, on est d'accord pour que vous donniez des effectifs, mais en face des effectifs, il faut les moyens. À chaque fois que l'État, depuis 7 ans, a créé un poste, puisque la grande thèse, c'était de dire Sarkozy supprime des emplois, nous on en crée. C'est vrai, il y a eu 8000 emplois créés, mais à chaque fois qu'il y a eu un poste créé, pour 3 postes créés, il y a une voiture qui a disparu. Alors, si on crée des postes, on met les voitures en face. Mais si vous mettez 3 postes à la place d'une voiture, ça ne vaut pas la peine. Or, ce sont les mêmes qui ont voté le budget depuis 7 ans. C'est ça la différence. Voilà, donc il manquait des personnes, mais ils avaient trop de voitures. Mais ça peut être une conclusion aussi. Donc, il vous reste 15 secondes pour faire la vôtre. Je crois qu'il ne faut pas, il faut pas noircir le tableau. Il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances, qu'il y a encore des besoins, que c'est quelque chose qui s'étalera dans la durée, qu'il y a des phénomènes nouveaux auxquels la police nationale et la gendarmerie sont confrontés. Mais il ne faut pas. Quand on parle des locaux, pour les gendarmeries, la plupart des locaux n'appartiennent pas à l'État. Ils appartiennent à des offices HLM et à des collectivités locales. Ils sont dans beaucoup de cas rénovés avec de nouvelles gendarmeries. Je veux dire, il faut voir aussi le côté positif, sans, je dirais... Et on s'arrêtera sur ce côté positif. Merci. Mais non, mais très bien. C'est une parole positive pour conclure. Merci. Merci à tous les 4 d'avoir participé à Sénat en clair. La suite de LPL, c'est le match des idées, puis le grand débat. Mais d'abord, retour sur l'invité politique du jour. Oriane Mancini recevait Nicolas Dupont-Aignan. Le système des retraites, je vous le dis, je vous le redis, est équilibré depuis la réforme Touraine. On veut culpabiliser les Français et les retraités. C'est pas vrai. Le système est équilibré. Je vous renvoie au rapport du COR, Comité d'orientation des retraites, qui est très précis. Donc il faut arrêter de faire peur aux Français. On a un système équilibré. Et avec les solutions que nous proposons à Debout la France pour le Made in France, relocaliser des emplois, on peut avoir un système excédentaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'enjeu, les réformes déjà votées ont été très dures pour nos retraités. Tout le monde oublie la réforme Fillon et la réforme Touraine. Le système est équilibré, même avec une croissance faible. Le rapport de Corps est très précis. Donc on n'a pas besoin... Du coup, vous appelez à manifester pour le 5 décembre. Alors, j'appelle, oui, je souhaite que tous les Français réalisent que la réforme des retraites du gouvernement va être tragique pour les retraités. Tragique. En revanche, je ne souhaite pas la paralysie du pays.
Et je ne voudrais pas que... Du coup, vous vous positionnez comment? Je pense que le 5, ça doit être une journée France arrêtée pour que le gouvernement entende. Vous êtes contre la paralysie du pays? Non, mais pour une journée, c'est possible. Ce que je ne voudrais pas, on a encore le droit d'alerter l'opinion. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est que les transports soient bloqués. Je propose une autre façon de faire grève, qui est la grève de la gratuité, c'est-à-dire de faire une modification législative pour que les syndicats puissent laisser ouverts tous les transports gratuits. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est puni par la loi et qu'ils risquent de très fortes amendes, les salariés de la SNCF qui feraient ça, de manière à ce qu'on puisse concilier droit de grève et circulation des usagers. Mais je vous dis une chose, c'est que la réforme des retraites sera le tombeau d'Emmanuel Macron. Parce que cette réforme est injuste, gravissime, et ferait une baisse des retraites. Et le 19 novembre, je présenterai les propositions alternatives pour plus de justice de Debout la France, pour garder les 25 meilleures années qui servent de calcul des retraites pour les salariés du privé. Car le système à points, et ceux qui m'écoutent doivent vraiment comprendre que le système à points va faire que le calcul de leur retraite va être fait sur leurs 43 années. Or, il y a des périodes de chômage, de maternité. Ça veut dire que la retraite va baisser de 10 à 20%. C'est considérable. Et c'est la fin de la répartition. C'est-à-dire, c'est le début de la capitalisation et de l'injustice. Et bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble pendant 1 heure, notamment pour analyser et questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Dans le grand débat, nous reviendrons sur l'événement du jour au Sénat. Ce sont les 3 auditions de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. 3 nouvelles auditions après les propos alarmants d'une chercheuse jeudi au Sénat, dont celle d'Agnès Buzyn. L'exécutif a-t-il voulu rassurer au détriment de la vérité? #ALPL pour réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons également, et comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conqui. Oui, nous serons notamment avec Mathieu Darnaud. Il est sénateur de l'Ardèche. Vous le savez, le séisme d'hier a frappé son département. Alors quel risque pour les centrales nucléaires de la zone? Quelles conséquences en tirer? On en parle avec lui. À tout à l'heure, Fanny. Avant tout cela, notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jannick Halimi et Patrick Appelmüller. On va revenir sur la manif de dimanche contre l'islamophobie. Elle a suscité de très vives réactions au Sénat, notamment à cause de la participation d'Esther Benbassa et à cause de cette photo avec une petite fille portant une étoile jaune. Avant d'en parler avec nos invités, les faits et les réactions, c'est avec Jonathan Dupriez. Ce cliché a suscité une très vive polémique. La sénatrice écologiste Esther Benbassa, entourée d'un groupe de manifestants, dont une petite fille arborant une étoile jaune. Le signe distinctif instauré par le régime nazi pour stigmatiser les juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Taxée d'antisémitisme depuis 3 jours, la sénatrice balaie fermement ces accusations. Je suis historienne des Juifs. J'ai enseigné pendant des années à la Sorbonne. J'avais une chaire d'histoire du judaïsme jusqu'à septembre l'année dernière. J'ai écrit une 30aine de livres. Je sais ce qu'est l'antisémitisme et je n'ai pas de leçons à prendre. On a mis ça en épingle pour salir cette manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. De son côté, la droite sénatoriale s'indigne de l'emploi d'un symbole historique si durement connoté. Certains dénoncent une réappropriation abjecte de l'histoire des Juifs pendant la guerre, au profit des musulmans dans la société française d'aujourd'hui, une situation en rien comparable. Il n'y a pas de mots. Enfin, je pense que ceux qui ont utilisé ce symbole l'ont fait en toute connaissance de cause. Et je ne peux que regretter qu'Esther Benbassa dise ne pas comprendre ce que cela exprime. Voilà. Moi, ça me semble absolument abject. Tout aussi choqués par l'étoile jaune, certains cadres socialistes au Sénat se félicitent toutefois de ne pas s'être associés à la marche du 10 novembre, craignant une dérive communautariste. Cette photo est assez insupportable, non pas parce qu'il y aurait la présence de Mme Benbassa, qui, je dirais, doit assumer sa présence, et d'ailleurs elle l'assume très, très directement et sans regret potentiel, si j'ai bien compris. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis très heureux en tant que socialiste de ne pas avoir participé à cette manifestation, qui certes s'est bien déroulée en termes de calme, mais qui portait des messages qui, à mon avis, sont des messages de fracturation de notre société. Cette manifestation contre la stigmatisation des musulmans a rassemblé 13 500 personnes dans la capitale, à l'initiative d'associations et de plusieurs personnalités politiques de gauche.
Allons plus loin dans le match des idées. Avec nous ce soir, Jannick Halimi, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Et Patrick Appelmüller, bienvenue à vous également, directeur de la rédaction de l'Humanité. On entend beaucoup de réactions choquées de sénateurs, notamment par la participation d'Esther Benbassa. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Appelmüller? D'abord, je suis surpris que tous ces gens s'expriment volontiers sur un épiphénomène dans la manifestation et ne se soient pas retrouvés pour se mobiliser contre le racisme. Moi, j'ai l'habitude de manifester dans toutes les manifestations contre l'antisémitisme. Je n'ai jamais, et pourtant du côté du Bétard ou de la Ligue de défense juive, on peut trouver et des slogans et des comportements qui sont plus que contestables. Je n'ai jamais trouvé de raison de ne pas m'associer à une manifestation contre la stigmatisation et le racisme. Et je trouve qu'il y a dans le bouillonnement ou dans l'écume qui se dégage autour de ça, à la fois dans les médias, qui portent une responsabilité assez lourde. Après, pour certaines, avoir fait la promotion de M. Zemmour, de Mme Graziani, de spécialistes du racisme et de l'antisémitisme. Je trouve surprenant qu'ils regardent ça et qu'ils ne regardent pas le fait que ces gens ont massivement chanté la Marseillaise, porté des drapeaux français. Et effectivement, par rapport à votre reportage, ce n'est pas une étoile juive qui porte avec... c'est une étoile jaune qui fait partie des 5 piliers de l'islam et qui porte effectivement la mention musulmane, comme c'était sur l'étoile jaune. Il y a effectivement une volonté. Il y a une volonté de faire une référence. Elle me semble pas très opportune. Mais alors, franchement, réduire une mobilisation, une manifestation à ça, je trouve que sur le plan de l'information, c'est pas sérieux, pas déontologique. Sur le plan politique, c'est un peu misérable. Jannick Halimi. Non, moi, je suis pas du tout d'accord avec Patrick, sauf sur un point, qui est effectivement la dénonciation du racisme, en l'occurrence d'un racisme anti-musulman, qui aurait pu tout à fait être légitime, notamment après l'attentat. Qui aurait pu ou qui Bayonne. Attendez, je termine. S'il y avait eu une manifestation... Non, je précise alors plutôt, effectivement, je clarifie ce que je veux dire. S'il y avait eu une manifestation clairement dénonçant clairement et uniquement, j'allais dire, le climat qu'on peut ressentir légitimement comme anti-musulman, suscité peut-être vraisemblablement par l'extrême droite, même si elle s'inscrit un faux et l'extrême droite disant que c'est plutôt l'islamisme et l'islamisme radical qu'elle stigmatise. Bon, en tout cas, notamment après l'attentat de Bayonne, contre la mosquée de Bayonne, une manifestation contre le racisme et contre des éléments anti-musulmans en France pouvait tout à fait avoir droit de cité, si je puis dire. Sauf que celle-ci était perturbée, polluée dès le début. Parce que l'islamophobie, sans faire de sémantique, en tout cas, s'il n'y avait que ça, je ne dis pas. Mais en tout cas, le terme islamophobie porte effectivement à confusion. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer l'islam parce qu'une religion et donc ne pas faire, par exemple, de caricature de Mahomet avec tout ce que cela veut dire en termes de terrorisme et de ce qui s'est passé en France? Là, c'était compliqué. Lorsqu'on veut se cacher derrière son petit doigt et ignorer ce que c'est que le CCIF, qui était une organisation communautariste très près des frères musulmans, dans l'organisation même de cette manifestation, c'était quand même quelque chose qui portait préjudice à la lutte même contre le racisme et contre, encore une fois, des mouvements très forts anti-musulmans. Ça, c'est une chose. Donc, on ne peut pas faire l'amalgame. Et d'ailleurs, saluons la droite et saluons aussi le Parti socialiste qui n'y ont pas participé explicitement, alors que d'autres partis de gauche, certains dans la cacophonie avec comme les Europe Écologie Les Verts, non, et d'autres. Alors c'est vrai que la France Insoumise, certains ont pris leur distance, mais le mouvement en tant que tel avec Jean-Luc Mélenchon y est allé. Et ensuite, lorsqu'on a vu ce qui s'était passé, que vous le vouliez ou non, avec des Allah Akbar crié, exprimé, proclamé par certains, et puis cette enseigne, ces insignes, pardon, jouant volontairement sur l'amalgame entre la Shoah et puis ce qui se passe comme étant la condition des musulmans aujourd'hui en France, qui n'a, qu'on le veuille ou non, rien de comparable avec les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je trouve que là, ça pollue totalement et ça ne porte. Je termine. Et je trouve que ça porte préjudice. Oui, ça porte préjudice à ce qui aurait pu être véritablement quelque chose, une lutte, une politique, une manifestation, une mobilisation contre
contre ce qui est certainement fondé, un esprit, des propos, des actes anti-musulmans. Moi, au contraire de ma consoeur du Parisien, je ne saluerai pas la droite pour ne pas y avoir manifesté. Elle porte une grosse responsabilité dans la montée des stigmatisations contre les musulmans en France. Et d'ailleurs, on parle d'islamophobie comme tout d'un coup, moi c'est pas un mot que j'utilise, mais enfin, l'IFOP vient d'utiliser mercredi dans une étude qu'elle vient de publier le terme de musulmanophobie. Vous allez faire une grande différence? Non, mais je vous dis, s'il n'y avait que ça... Alors donc, oui, non, mais ne choisissons pas les faux débats. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a massivement une stigmatisation? Est-ce qu'il y a des attentats qui ont concerné spécifiquement? Parce que quand même, là aussi, parmi nos confrères et nos consoeurs, combien ont utilisé le mot attentat sur la mosquée de Bayonne? On a parlé des faits commis à Bayonne. On a parlé de l'accident ou de l'attaque de Bayonne, et pas d'un attentat. Il n'y a pas de poids de mesure. Il y a aujourd'hui massivement des Français qui sont attachés à la République et qui sont victimes de discrimination. Quand on regarde l'étude de l'IFOP, on s'aperçoit que 42% des femmes qui portent un foulard, pas un voile, qui portent un foulard, ont été l'objet d'agressions racistes. Non. Mais vous regarderez l'étude de l'IFOP. Elles se sentent exclues. Se sont senties attaquées. Ce sont des pourcentages qui se rapportent à ce que la communauté juive a pu vivre aussi. Donc ne faisons pas comme s'il n'y avait pas un vrai problème et comme si la question n'était pas de rassembler contre ces stigmatisations. Ça a été un moment, à mon avis, important qui a permis de rassembler un certain nombre de gens qui aujourd'hui se sentiraient repoussés dans les marges de la République. Et là, ils se sont retrouvés dans une manifestation qui portait le drapeau français. C'est là où je ne vous rejoins pas. Sur l'analyse qui est la vôtre, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Est-ce qu'il y a une poussée, une recrudescence d'actes véritables de violence contre les femmes, contre les femmes musulmanes voilées ou foulardées, comme vous voudrez, contre les mosquées, c'est pas la même etc. chose, hein. Vous savez qu'un foulard, je suis d'accord avec vous. Je n'ai pas ces chiffres, je le reconnais. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un esprit et certains actes, passage à l'acte, qu'il faut dénoncer contre les musulmans qui ne sont pas, et loin de là... Mais regardez l'étude de l'IFOP, il y a eu une page dans l'Humanité. Je suis d'accord avec vous, et je l'ai dit dès mes propos liminaires, que se manifester contre cet état d'esprit, contre cet état d'esprit politique au sens large du terme, il fallait le faire. Sauf que cette manifestation porte plus préjudice à la cause musulmane et à la lutte contre le racisme et contre l'islamophobie, si vous voulez, qu'elle ne la sert. Malheureusement, je le regrette. Il y a eu très peu de gens qui ont porté ce badge. Ça a été l'occasion de faire monter une mayonnaise pour mettre en cause cette manifestation de la part de gens qui se caractérisent. C'est bien le CCIF qui est à l'origine de cette manifestation. Non. Vous aurez regardé le nombre de gens qui étaient derrière la banderole du CCIF et derrière les autres banderolles, et bien vous aurez vu que c'était pas le CCIF qui faisait le gros défi. C'est très étonnant que le Parti communiste, que le Parti communiste, qui a toujours eu une élite extrêmement laïque et qui n'a jamais voulu justement épouser certaines thèses des insoumis, se soit rallié, si je puis dire, à cette manifestation. Quelle est la ligne de Jean Jaurès à laquelle on pourrait Jean Jaurès, attendez. C'est la loi de 1905. C'est la loi de 1905. Alors allez-y, sauf si vous n'êtes pas d'accord. Sauf si vous n'êtes pas d'accord avec la loi de 1905, lui précisément a fait de sa bataille pour la loi de 1905 une bataille pour le droit de croire et de ne pas croire, mais bien sûr. de porter les signes de sa religion ou de ne pas en porter. Et moi, je n'ai aucun goût particulier pour le foulard, je n'en ai pas non plus pour la kippa et pas non plus pour les cornettes des bonnes sœurs. Il reste que si elles veulent le porter, si elles veulent le souhaiter, c'est leur droit et je me battrai pour que les uns et les autres aient le droit de les porter. Les hommes et les femmes politiques ou les citoyens qui ne sont pas du tout ralliés à cette manifestation ne sont pas tous contre ce que vous dites, mais et notamment au sein des Républicains ou même au sein de la Macronie, on n'en est pas tous à dire. Regardez le niveau du débat sur le voile. Regardez le débat sur le voile. Non, là vous bottez en touche. Cette manifestation, justement. Quelles sont les forces politiques qui ont proposé que des mères d'élèves ne puissent pas emmener les enfants? Cette manifestation a été organisée par le CCIF qui, lui, dit tout le contraire et justement ostracise les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. On va enchaîner sur le deuxième thème. Au contraire, eux qui pourraient porter préjudice à la liberté de culte et à la liberté de penser. Je vous
interrompt. Deuxième thème de ce match. Vous allez voir, de toute façon, il y a une cohérence dans ce match qui va vous faire réagir également. C'est cette rencontre ce matin, place Beauvau, entre le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau, Xavier Bertrand et Christophe Castaner. L'objet des discussions, cette fois, c'est l'interdiction des listes communautaristes. C'est ce que souhaite Bruno Retailleau. Il est en salle des conférences avec Fanny Conqui au Sénat. Bruno Retailleau, comment s'est passé votre entretien avec Christophe Castaner ce matin ? De façon républicaine. Bien évidemment, il y avait 3 ministres, Christophe Castaner, Laurent Nunez et puis Nicole Belloubet. Et j'étais avec Xavier Bertrand. Et le ministre avait invité un professeur d'université, Bernard Rougier. Et alors au sujet de cette proposition de loi que vous voulez déposer pour interdire les listes communautaires, que s'est-il dit lors de cet entretien ? Je pense qu'en réalité, il n'exclut pas la voie législative, même s'il la trouve compliquée, même s'il y a la tentation de ce que j'appelle, moi, l'impossibilisme. Vous savez ce que c'est que l'impossibilisme ? C'est qu'à chaque fois qu'un homme politique veut bouger, veut faire avancer les choses, on lui rétorque que finalement le droit ne le lui permet pas. J'ai connu ça pour la loi sur la burqa. On nous disait que c'était anticonstitutionnel. J'ai connu ça aussi pour le texte de Myriam El Khomri, lorsque juste après la crèche Babilou, elle avait fait rentrer dans son texte un article qui permet de donner des moyens pour des entreprises, dans le cadre de leur règlement intérieur, d'imposer la neutralité religieuse. Et on nous disait non, c'est pas possible. Dans les deux cas, le Conseil constitutionnel a validé. Donc c'est une affaire de volonté politique face à un islam radical, un islam politique, celui qui veut séparer les Français les uns des autres, celui qui veut imposer que la charia, la loi religieuse, se situe au-dessus de la loi républicaine. Je pense qu'il faut désormais rappeler les principes républicains. C'est l'objet de ma PPL, la proposition de loi. Il n'y aurait pas de difficulté constitutionnelle selon vous ? Écoutez, j'ai pris soin, d'ailleurs l'ancien secrétaire général pendant 10 ans du Conseil constitutionnel fait une tribune très très intéressante dans un quotidien du matin. Et j'invite les uns et les autres à le lire. Je ne vois pas en quoi les 3 principes que je rappelle, de la laïcité, de la souveraineté nationale et de la démocratie, seraient anticonstitutionnels. Ils sont tirés précisément de la Constitution. Alors j'attends qu'on me démontre l'inverse. Mais comme d'habitude, ceux qui veulent rien faire, que rien ne bouge, vont dire non, c'est pas possible. Le parti de l'impossibilisme, c'est sans doute le premier parti de France aujourd'hui. Mais moi, je pense qu'on ne peut plus attendre. Il faut agir et je pense, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, qu'il vaut mieux agir avant plutôt que d'agir après. Merci. Ce sera trop tard après. Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci beaucoup Fanny. Patrick Appelmüller, ça vous fait bondir d'entendre ça ? Non, ça ne me fait pas bondir, c'était assez attendu. Je trouve que 3 ministres, président de groupe sénatorial, un spécialiste de la Constitution, réunis pour 29 000 voix qui ont été réunies sur les listes communautaristes, c'est vouloir donner beaucoup d'écho à un phénomène qui, pour l'instant, est très circonscrit. Donc on voudrait que ces listes progressent pour en faire un programme, pour en faire un problème, pour en faire un débat en France. On ne ferait pas autrement. Aujourd'hui, il existe dans la loi ce qui permet à toute liste qui s'en prendrait à d'autres communautés, par le racisme, par l'antisémitisme, toute communauté qui prétendrait s'échapper du cadre de la République, de les invalider. Donc il s'agit d'en rajouter pour faire du spectaculaire, et je crois que ça correspond très bien à l'alignement progressif de la droite sénatoriale, mais pas seulement, de la droite sur des thèses du Front National. C'est aussi une grande complaisance du gouvernement actuellement à toutes ces thèses, et il enfourche régulièrement derrière la droite des thèses qui ne permettent pas de rassembler, de faire vivre ensemble, mais au contraire qui poussent à la division entre les Français. Jenny Calimi. Je ne m'engagerai pas sur la République En Marche à qui on reproche une chose et son contraire, parce qu'on reproche aussi... Je ne reproche pas le contraire, hein. J'en vois pas. Pas vous, d'autres, beaucoup de laxisme sur le terme de la laïcité, sur le fait que Emmanuel Macron sur le voile dans l'espace public ait dit ce n'est pas mon affaire, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Sur la proposition de loi de Bruno Retailleau, je suis un peu effectivement perplexe, au-delà peut-être de l'instrumentalisation. Je ne vais pas m'engager non plus sur ce terrain, mais Bruno Retailleau a mis sur les fonds baptismaux ce que moi j'appelle un néologisme, je l'ignorais jusqu'à présent, l'impossibilisme. Oui, je vous confirme, je connaissais. Mais c'est joli, moi j'aime beaucoup. Moi je ne suis pas contre l'évolution des mots quand ils veulent dire quelque chose. Et il en donne la définition. Il dit c'est quand on lui répond que la loi ne le permet
permet pas. Mais moi, là, je vous rejoins, Patrick. Je pense qu'au contraire, entre guillemets, le problème, c'est pas un problème, c'est que la Constitution et les lois prévoient déjà d'empêcher et d'interdire des partis qui se présentent à des élections, qui ont, non pas dans leur nom. D'ailleurs, Bruno Retailleau, dans sa PPL, ne dit pas qu'il faut interdire les partis qui auraient le nom ou le qualificatif de musulmans, de juifs, de chrétiens. Il n'en est pas question. En revanche, la loi et la Constitution ne s'adresserait pas déjà à toute la nation. Que dans des propos... Il y a un parti démocrate chrétien. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est s'il viole les lois de la République. Et ça, c'est à travers, pardonnez-moi, c'est prévu dans la Constitution et dans certaines lois, mais notamment dans la Constitution. Et il a raison, Bruno Retailleau, qui dit peut-être une chose et son contraire en même temps. Mais enfin, ça, je ne me permettrai pas de critiquer à ce point Bruno Retailleau. Dans la Constitution, il est prévu d'interdire, encore une fois, des partis se présentant à des élections qui ont, dans leur programme, dans leurs propositions ou dans leurs meetings, enfin dans les propos que les élus potentiels tiennent, des propos qui cliveraient de par leur religion, de par leur ethnie. C'est aussi très compliqué par rapport au régionalisme, enfin, qui porteraient donc... oui, il y a un problème de définition quand même. Hein, voilà. Alors, voilà, ça existe déjà, mais là où ça devient compliqué, c'est que, et là Bruno Retailleau dit qu'il vaut mieux le faire avant qu'après. Avant, si effectivement, encore une fois, dans un programme, c'est clairement indiqué, la loi permet déjà d'interdire, c'est après, c'est une fois que les gens sont élus, comment voulez-vous faire en sorte que d'empêcher, ça devient extrêmement compliqué, et c'est un peu ce que disent les élus qui peuvent avoir ce genre de questions, de problèmes, de dossiers dans leur circonscription. Ça existe, puisqu'il y a quelques partis qui représentent presque rien. Mais c'est très compliqué de mettre en œuvre la loi. Ça, c'est vrai. Et de contrôler et elle resterait donc, de la même la façon Constitution. Difficile à contrôler, parce que avant ou après, le problème reste le même. Il n'y a que l'application de la loi quand un délit est commis. Le délit d'intention n'existe pas. Il peut y avoir des déclarations qui peuvent être condamnées, mais il n'y a pas de délit d'intention, évidemment. Donc, dans cette circonstance, je trouve que ce débat, avec la séquence de la manifestation, si on voulait pousser un certain nombre de gens dans les bras de ces partis communautaristes qui ne représentent aujourd'hui rien, mais qui ont des intentions souvent qui sont inspirées par l'islamisme politique, des gens qui peuvent se sentir rejetés ou exclus de la communauté républicaine pourraient trouver dans ces partis des porte-voix. Et je trouve que ça, c'est inquiétant, et je pense que le jeu qui est fait est dangereux. Vous vous fondez sur qui Je me fonde sur les élections européennes, par exemple. 29 000 voix à l'échelle du pays, ça ne représente rien. Non, je suis d'accord, ils peuvent représenter... En revanche, un mot, mais dans certaines villes, aux élections municipales, il y a eu des calculs extrêmement sordides. Les municipalités communistes, certaines en Seine-Saint-Denis, l'ont payé cher, puisqu'il y a eu des accords avec des groupes sur des bases communautaristes très clairement dans un certain nombre de villes. Mais ça joue sur la marge. Et leur donner aujourd'hui un retentissement, faire que ces formations qui n'ont pas été entendues jusqu'à présent, qui ne sont pas entendues, je trouve que c'est de leur faire de la pub. Non, moi je ne suis pas totalement d'accord. Si problème il y a, aussi local soit-il, dans le contexte que nous connaissons, et si vraiment il y a des prises en compte véritables de partis véritablement communautaristes, encore une fois, et c'est là où le problème se pose, on va pas revenir là-dessus. Moi, je ne suis pas pour dire il y a instrumentalisation et il y a des effets pervers qui feraient qu'on stigmatise. Non, s'il y a un vrai problème, que ces partis sont anticonstitutionnels, ils ont raison de le pointer du doigt. Ils ont raison de le pointer du doigt. Il y a une autre proposition, je ne sais pas, pardon, si Bruno Retailleau l'a fait, mais je crois que Xavier Bertrand l'a fait, lui, de son côté, c'est de mettre sur le fronton, notamment des mairies, liberté, égalité, fraternité, laïcité. La laïcité est déjà reconnue, encore une fois, dans l'article 1 de la Constitution. Ça apporterait un élément un peu d'équivalence entre les quatre éléments, les quatre notions. Pourquoi pas voilà. Mais je ne suis pas totalement d'accord avec vous sur le fait qu'on instrumentalise si on met le doigt sur un problème qui est vrai, à partir du moment où il est vrai. Oui, Jannick, mais précisément, est-il vrai aujourd'hui? Que représente-t-il
Mais il encore représente une fois, il peut 29 000 voix. Non, mais... Donc, en faire aujourd'hui une proposition de loi, organiser la réception par 3 ministres d'un président de groupe sénatorial uniquement sur ça, c'est trop et c'est mettre l'accent là-dessus. On verra les conséquences. Oui, ben oui. On verra les conséquences. Troisième thème de ce match, vous avez vu mes petits signes. Les 11 djihadistes renvoyés en France par la Turquie. Assez peu de réactions des autorités françaises à cette annonce. Au Quai d'Orsay, on rappelle simplement que ce retour n'est pas le premier, que c'est très encadré, et ce depuis 5 ans, depuis la signature de ce qu'on appelle le protocole Cazeneuve en 2014. Pas de réaction de l'exécutif, mais réaction à droite. Écoutez Nicolas Dupont-Aignan, qui était l'invité d'Oriane Mancini ce matin dans Bonjour chez vous sur Public Sénat. Erdogan est un homme qui menace l'Europe depuis des années. L'Europe se couche. L'Europe est munichoise, c'est la conséquence bien évidemment de la politique étrangère française et américaine dans cette région du monde. J'ai toujours pensé qu'on avait été faible avec la Turquie, eh bien on l'est encore et il nous renvoie la monnaie de notre pièce. Les mots sont forts, hein, Jannick Halimi. Les mots sont forts. Je vous avoue que j'ai eu du mal à suivre son raisonnement parce que vous l'avez coupé. L'Europe est munichoise et en fait, on ne fait que récolter ce qu'on a semé. Devant la Turquie, la Turquie qui nous renvoie les djihadistes. Bon, moi, encore une fois, là, je ne vais pas me lancer dans de la géostratégie. C'est vrai que l'Europe a été, faute de moyens, faute de porte-voix, a été effectivement extrêmement absente dans la France moins que d'autres, dans ce conflit de façon générale, et notamment à la suite de l'invasion de la Turquie dans cette zone nord de la Syrie détenue par les Kurdes. Là, effectivement, malgré quelques expressions, la France et l'Europe a été totalement absente, ça je suis d'accord. Maintenant, sur le retour des djihadistes... Pour rebondir sur ce que vous disiez, il me semble effectivement qu'à la suite justement du fait que la Turquie ait envahi le Kurdistan, qu'elle se retrouve avec les anciens prisonniers, les prisonniers syriens détenus par les Kurdes, ce soit les Turcs maintenant qui les aient sous leur contrôle. Le Christophe Castaner l'a dit, le gouvernement l'a dit et l'a répété, c'est cette fameuse convention Cazeneuve qui doit s'appliquer, qui s'est appliquée à l'Assemblée nationale. Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, a donné des chiffres avec la Turquie depuis que la convention existe sur 240 personnes et qu'il était prêt vis-à-vis des 11 personnes, puisqu'il s'agit de 11 personnes au-delà des femmes et des enfants, à mettre en œuvre donc cette convention et donc d'accueillir et ensuite de faire un suivi policier et surtout judiciaire de ces terroristes. Voilà comment la France va gérer ça. Moi, ça me paraît audible. Moi, je crois que oui, la France a eu des indulgences coupables pour M. Erdogan, qui a quand même très largement protégé Daesh. C'est pas tout à fait pour rien que c'est quasiment à sa frontière qu'on a retrouvé le chef de Daesh récemment. Il y avait des protections très fortes pour des groupes islamistes proches ou membres de Daesh, donnés par la Turquie dans toute la zone nord de la Syrie. Donc c'est vrai qu'il y a une responsabilité. Je rappelle que M. Erdogan est un allié non seulement de M. Trump, mais de M. Macron au sein de l'OTAN. En état de mort cérébrale, d'après Emmanuel Macron. Oui, d'accord, mais enfin, le canard sans tête continue à marcher pour l'instant. Donc, pour ce qui concerne le retour des djihadistes, excusez-moi, mais la France en porte la responsabilité. Et si elle a un grand État, il faut bien qu'elle en assume aussi les conséquences. Moi, j'ai plutôt tendance à juger que l'attitude des autorités françaises, qui est de les accueillir et de les judiciariser, j'ai plutôt tendance à penser que c'est la bonne position et que la justice française est capable de traiter le problème. Et que il faudra y être très attentif, parce qu'un certain nombre de ces rapatriés sont extrêmement dangereux, mais je crois que nous avons la capacité de faire face, et en même temps c'est un problème français. Ils sont partis de France, ils ont constitué leur volonté terroriste en France. Et oui, donc enfin, on ne va pas tout de même rendre la France coupable. Mais personne ne dit ça. Ah bon, non, mais je sais pas, vous avez l'air de je dire dis qu'il y a une responsabilité que la France assume à l'égard de ses ressortissants. C'est quand même pas la société française qui a généré ce terrorisme. Ça, c'est un débat qui mériterait un peu plus de subtilité. J'avais l'impression d'entendre ça dans ce que vous disiez. Non, mais c'est un débat précisément qui mériterait plus de subtilité. Je ne l'ai pas dit. Mais on peut poser la question quand même. On peut pas penser qu'il y a un fait. Et il nous reste 15 secondes. Alors ça va être compliqué de la France. La France a la responsabilité de ses ressortissants comme tous les autres pays. Voilà, et ça, judiciaire, parce qu'il y a eu cette convention Cazeneuve qui s'applique à la Turquie, les juges
antiterroristes aussi estiment qu'il vaut mieux les rapatrier. Ça ne va pas être, me semble-t-il, une jurisprudence qui va être appliquée aux autres terroristes qui se trouvent en Syrie et en Irak, puisqu'ils estiment, la France estime que c'est aux autorités judiciaires des pays en question de les traiter judiciairement. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite d'Allons plus loin, c'est notre grand débat. On va s'arrêter sur le travail qui se poursuit au Sénat, 1 mois et demi après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. La commission d'enquête auditionnait 3 personnes ce mardi, les anciennes ministres Delphine Batho et Corinne Lepage, mais aussi l'actuelle ministre de la Santé Agnès Buzyn. Que faut-il en retenir? Élément de réponse avec Samia Dechir. L'incendie de Lubrizol n'est pas le premier accident qu'ait connu l'usine de Rouen. En 2013, la fuite d'un gaz appelé mercaptan s'était déclarée sur le site. D'une ampleur bien moindre, l'incident avait tout de même donné lieu à un rapport comprenant des recommandations à prendre sur tous les sites Seveso, comme le développement de systèmes modernes pour informer la population et surtout la prise en compte des effets sanitaires à long terme pour la population. À l'époque, Delphine Batho était ministre de l'Environnement. C'est elle qui a demandé à être entendue aujourd'hui par la commission d'enquête du Sénat. Car elle constate que 7 ans plus tard, la plupart de ces recommandations n'ont pas été suivies. Contrairement à ce qu'a déclaré le président de la République à Rouen, il y a bien une défaillance de l'État. Personne n'élude sciemment les conclusions de ce rapport, par exemple. Mais c'est la culture dominante de l'appareil d'État de les mettre de côté, de n'en reconnaître que des conclusions partielles, parce que l'enjeu n'est pas porté politiquement, parce que l'écologie n'est pas reconnue comme un enjeu régalien, comme une priorité de sécurité nationale. Un constat partagé sans surprise par Corinne Lepage, auditionnée peu après. L'ancienne ministre de l'Environnement dénonce un assouplissement constant de la réglementation des sites Seveso en France depuis les années 90. Les périmètres de sécurité et les contrôles imposés aux industriels ne sont à ses yeux plus suffisants pour protéger la population. Je n'arrive pas à comprendre, dans le cas de Lubrizol, je le dis très clairement, comment en juillet 2019 le préfet a pu dispenser Lubrizol d'une nouvelle évaluation environnementale, alors que le stockage des produits dangereux était augmenté dans des proportions très considérables, qu'arrivaient sur le site des isoconteneurs dont l'impact n'avait jamais été évalué, par-dessus le marché, près de 2000 tonnes de produits étaient stockés par Lubrizol chez Normandie Logistique sans aucun contrôle de personne. Avant 2018, toute augmentation des capacités sur un site Seveso seuil haut entraînait une évaluation environnementale obligatoire. Mais la loi a été assouplie, c'est désormais au préfet de décider au cas par cas si une telle étude d'impact est nécessaire. Allons plus loin dans le grand débat. Avec nous ce soir, Christine Bonfanti-Dossat. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes sénatrice LR du Lot-et-Garonne, rapporteure de la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Jérôme Bignon, bienvenue à vous également. Bonsoir. Sénateur Les Indépendants de la Somme, membre de cette commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue à vous également. Et Thomas Leroux, historien des risques industriels, co-auteur de La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel. Merci à vous également d'être ici et merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Christine Bonfanti-Dossat, on vient d'entendre des extraits des auditions de Corinne Lepage et de Delphine Batho. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez le sentiment de commencer à avoir des réponses ou est-ce que vous avez même encore plus de questions qu'avant? Alors des questions, on en a, elles sont nombreuses. Mais après ces auditions ce matin, je pense que nos interrogations et notre angoisse aussi, que nous partageons avec la population, augmente chaque fois que nous avons des auditions comme ça. Corinne Lepage a été très claire dans ses explications. On sait qu'elle est donc avocat de l'association Respire. Elle nous a donné des éléments effectivement inquiétants. Elle se pose des questions aussi et ce sont des bonnes questions. Delphine Batho également, surtout lorsqu'elle dit que on a l'impression qu'il y a un véritable recul sur l'expertise et les contrôles du ministère du gouvernement. Et finalement, on se dit qu'in fine, cette politique des risques industriels est quand même assez inquiétante aujourd'hui. Alors Jérôme Bignon a commencé à parler dans son coin, on va vous donner la parole. Jérôme Bignon, qu'est-ce que vous en retenez de ces auditions? Effectivement, Corinne Lepage qui met en cause la baisse des budgets des organismes de contrôle, la réduction des normes environnementales et en gros c'est ce qu'on paye aujourd'hui.
À bien des égards, je partage le point de vue de Corinne Lepage. Je trouve que ces deux femmes, Delphine Batho et Corinne Lepage, plus Madame Buzyn, qu'on a entendu également cet après-midi, ont donné une illustration du fort pouvoir des femmes pour prendre des positions fortes sur des sujets de ce type. C'était argumenté, intelligent, pas polémique. J'ai dit chapeau, toutes les trois. Moi, elles m'ont bluffé par la clarté, la technicité de leur défense. Alors, on n'est pas forcément d'accord avec tout. Sur le problème de l'autorité environnementale, vous posez la question. J'ai participé il y a quelque temps, j'avais été invité aux 10 ans de l'autorité environnementale. Et j'avais, par curiosité, lu un certain nombre d'avis de l'autorité environnementale et j'avais regardé si ces avis avaient été suivis. Et je me suis aperçu que on s'asseyait souvent sur les avis de l'autorité environnementale. Et je l'ai dit dans mon propos au président. Je lui ai dit que j'étais frappé de voir à quel point on faisait peu de cas d'avis donnés par des gens d'une immense qualité aussi, d'un genre différent, mais tous spécialistes. Je me demandais par moment à quoi ça servait. Le sujet que j'avais regardé de plus près, parce que c'est un sujet qui me concerne, c'est pas les sujets Seveso, ce sont les sujets liés aux zones humides. Enfin, le Seveso me concerne aussi. Mais je voyais qu'à chaque fois qu'on demandait à l'autorité environnementale son avis pour l'idée de maintenir une zone humide et d'éviter de la démolir, on disait oui, c'est intéressant, etc. Et on passait outre. Donc après, on s'étonne. Bon, ce qu'elles nous ont dit l'une et l'autre ce matin, tant Mme Batho que Mme Lepage, qui ont exercé des fonctions ministérielles importantes sur ces sujets-là, c'est qu'on a l'impression qu'on dit beaucoup de choses. Et je veux dire que c'est vrai pour tout le monde, donc j'ai pas l'impression d'attaquer qui que ce soit dans cette affaire-là. C'est une constante de la vie politique française depuis quelques années, qu'on se dote d'instruments, de législation, et puis... Finalement, elles ne servent pas à grand-chose. L'ordre public de l'État, sur la sécurité, sur le sujet n'est jamais remis en cause. L'ordre public environnemental a du mal à rentrer. Et je trouve qu'on fait une mauvaise application permanente de la charte de l'environnement. C'est dommage, on a voté cette charte et on a l'impression que, c'était déclaratif, c'est pas normatif. Il y a ce point très précis. Si vous le permettez, le préfet s'est affranchi de l'avis de la commission environnementale lorsqu'il s'agit d'agrandir l'usine du Lubrizol. Alors, ce point très important a été effectivement évoqué. Agnès Buzyn en a évoqué un autre. Elle est notamment revenue sur le flottement qu'il y a pu y avoir au lendemain de l'incendie. Et voilà comment elle le justifie. Je voudrais qu'on écoute la ministre de la Santé qui était auditionnée également. Et je vous donne la parole ensuite, Sandra Rogol. J'ai envie de faire l'éloge de la complexité. De temps en temps, les situations sont très complexes. Oui, bien sûr. Et cet incendie est très complexe. Et donc dire à J1, on n'a pas trouvé d'hydrocarbures, mais la dioxine, on le saura à J8, parce que trouver de la dioxine, ça prend 8 jours en fait. Et donc ce sont des analyses qui prennent 8 jours. Eh bien, je comprends que ce ne soit pas simple pour la population d'entendre le risque est levé pour tel toxique, mais il persiste encore pour celui-là, et les suies, on ne sait pas encore, etc. En réalité, la transparence et justement la sincérité nuit à la simplicité. Ce serait peut-être plus simple de dire tout va bien. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Sandra Rogol. Oui, on est content d'entendre la ministre rappeler l'inquiétude de la population, mais ça ne change pas grand-chose pour l'inquiétude de cette population qui, par ailleurs, je le rappelle, est déjà habituée à vivre avec ce risque et cette épée de Damoclès permanente. Il n'y a pas que Lubrizol comme usine dangereuse à Rouen. Il y a une cumulation d'usines qui sont évidemment pas installées près des quartiers où les gens qui vivent le mieux sont installés, mais qui sont installées près de populations qui sont plus paupérisées, plus précaires. Et en fait, cette réalité-là, elle existe à travers toute la France, comme si quelque part, en fait, c'était pas très important que des gens pauvres vivent à côté d'un risque maximum. Et c'est gênant de voir tout ça de la part du gouvernement qui essaye un petit peu de rétropédaler parce que la veille ou l'avant-veille de l'accident de Lubrizol, de la catastrophe de Lubrizol, Édouard Philippe annonçait, en cohérence avec ce que les lobbies industriels demandent depuis fort longtemps, que pour moderniser les lois de l'industrie, pour permettre le développement industriel en France, eh bien on allait assouplir les règles d'élargissement des sites Seveso. Il y a plus d'1 millier de sites en France. Il y en a plus de 700 qui sont à très fort risque et beaucoup qui sont à proximité d'habitations. Je suis très heureuse que depuis, on n'ait plus entendu parler de ça. Mais cette
soi-disant modernité tout le temps appliquée au détriment des populations, au détriment de la nature, au détriment du vivant, ce n'est plus possible. Alors je suis contente aussi que M. Mignon souligne le fait que rien ne soit... Mignot, pardon. Mignon. Que rien n'ait jamais été fait, mais en fait ça fait 40 ans que les écologistes, qu'ils soient politiques ou associatifs, crient dans le vide que si on ne met pas la question environnementale, c'est-à-dire si on ne prend pas la conscience des conséquences à moyen et à long terme des décisions politiques prises, il va arriver un moment où on va être dans l'impasse. On est dans cette impasse, que ce soit à Rouen avec Lubrizol ou que ce soit ailleurs en France, quand les gens ne peuvent plus avoir le droit de respirer un air sain. La loi ESSOC avait déjà minimisé toute la réglementation. On sait que depuis quelques années, les modalités sont beaucoup plus souples. Alors, on a un historien sur ce plateau qui va peut-être pouvoir nous éclairer. Thomas Leroux. Oui, je crois qu'on peut regarder ça d'un point de vue de court terme et de très long terme, parce que l'histoire permet d'éclairer l'événement en fait qui a eu lieu, qui est loin d'être exceptionnel en réalité, puisqu'il y a de très nombreux accidents industriels en France tous les ans. De cette ampleur, pas peut-être. Non, d'accord, mais bon, AZF, c'était encore pire. Et puis, bon, voilà, et dans le monde, il y en a d'autres qui sont encore plus dramatiques. Donc, dans le court terme, effectivement, il était souligné un assouplissement des règles de régulation, et ça, on le constate, en fait, que ce soit le régime déclaratif qui se généralise par rapport au système d'autorisation, ou toutes les procédures d'assouplissement qui sont liées à la modernisation. Avec beaucoup de guillemets, modernisation. Oui, bah, c'est le terme qui est employé, en tout cas. Ça, c'est le court terme. On peut s'en inquiéter de cette évolution. Ensuite, il y a ce long terme de l'histoire de l'industrialisation qui est fait en fait d'une histoire d'une forme d'acceptation de l'industrie dans nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, on considère que l'industrie est plutôt bonne pour l'emploi, pour l'activité économique, etc. Mais c'est loin d'être un consensus qui a toujours eu lieu. En fait, en réalité, avant les débuts de l'industrialisation, le phénomène industriel était tout à fait questionnable. Et on parlait de 40 ans de prise de conscience des mouvements écologistes, mais en fait, déjà au XVIIIe siècle, on trouve des voisins, ce ne sont pas des partis écologistes comme de nos jours, mais on trouve des voisins, des groupes, des associations qui s'inquiètent et qui luttent contre des implantations industrielles, parce que c'est jamais agréable de vivre à côté d'une usine dangereuse qui risque d'attenter à la santé publique ou même à la vie en cas d'explosion. Et en fait, il s'est passé un phénomène qui est capital, que l'on ne connaît pas forcément, mais qui est celui d'une nouvelle régulation qui s'est mise en place au début du XIXe siècle et qui est encore la nôtre, parce que Seveso est l'héritière de plusieurs décennies et donc de 2 siècles de réglementation qui, en France, s'est cristallisée autour d'une loi en 1810 qui a considéré que les établissements industriels étaient bons pour la société et qu'il fallait donc les mettre dans un maillage réglementaire propre à la fois à sécuriser leur existence et l'existence des voisins, mais aussi à assurer leur existence propre. Ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'avant 1810, une industrie considérée comme dangereuse, elle était très généralement fermée, interdite de fonctionner. Donc on ne s'embêtait pas avec des systèmes de seuil, de mesure, de niveau d'exposition qui mettent des mois et des années à être vérifiés avec des controverses, etc. Des produits qui étaient supposément dangereux, on interdisait la fabrication. Et le pacte social ou le contrat social qui était établi donnait une part à la santé publique et à l'environnement beaucoup plus forte que de nos jours. Donc en quelque sorte, la réglementation Seveso ou la loi sur les établissements classés telle qu'elle existe, elle est là pour assurer avant tout la survie des industries. Alors vous parliez du court terme et du long terme, il se pose aussi sur le plan sanitaire. Avant de poursuivre, je voudrais vous faire entendre les propos chocs d'une chercheuse, cette fois c'était jeudi dernier, toujours au Sénat. Elle s'appelle Annie Thébault-Moni. Et ce qui l'inquiète, elle, ce sont les conséquences pour la santé, mais à long terme. On l'écoute. Il y a une usine chimique qui brûle. Restez chez vous. Fermez vos commerces, ne sortez pas et on va faire des analyses de ce que ce nuage a transporté. Et elle ajoute, les cancers, ce n'est pas dans 3 ans, ce n'est pas dans 5 ans, cela peut être dans 10, 20 ou 30 ans. Il vous a interpellé aussi ce témoignage ? Oui, tout à fait. Il faut considérer que nous sommes dans une situation particulière. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec AZF. AZF, il y a eu des morts, des milliers de blessés, des bâtiments détruits. Là, nous sommes dans une situation où, fort heureusement, il n'y a eu aucun mort, aucun blessé, et à part Lubrizol et Normandie Logistique, rien d'autre n'a brûlé parce que les pompiers ont été d'une efficacité redoutable. En revanche, ce qui est important, c'est le jour d'après. Et le jour d'après, on y est.
Et le témoignage de cette dame que nous venons d'entendre est effectivement inquiétant. Pourquoi? Alors, contrairement à ce que dit la ministre tout à l'heure, la ministre dit, voilà, nous avons fait des expertises, nous avons vérifié les principaux toxiques. On a vu qu'il n'y en avait pas de dioxine. Oui, elle explique que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais que les principaux toxiques, on sait aujourd'hui qu'il n'y en a pas. Est-ce pour autant de dire qu'il n'y aura pas des produits plus dangereux dans l'avenir? Elle ne peut pas l'affirmer. Donc aujourd'hui, on s'est basé sur l'analyse de l'eau, sur l'analyse de plusieurs produits qui nous font dire aujourd'hui qu'effectivement, il n'y a pas de dangerosité. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'a donné la combustion des 3000 molécules qui ont brûlé ensemble. Et les experts disent que... Alors, je suis pas expert, je dis simplement que... Je lis simplement ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'existe aucun modèle, aucune simulation numérique qui décrit un tel mélange réactionnel. Ça m'inquiète aussi. Donc, je comprends que la ministre, elle soit là aussi pour dire on a fait ce qu'il fallait. Je le crois. On a fait ce qu'on a pu. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va se passer sur le très long terme. Sur le très long terme. Et c'est la raison pour laquelle on nous disait qu'il fallait un suivi important, à l'instar de celui qui a été mis en place après l'effondrement des tours à New York, mais également à Tchernobyl. Donc, et que ce suivi doit durer longtemps et qu'il doit être aussi psychologique, car on ne tient pas compte assez du côté psychologique des choses. C'est la raison même de l'inquiétude importante, réelle, palpable des habitants sur place, c'est que quand on sait que les risques potentiels sont à une vingtaine d'années, on ne sait pas quels seront les gouvernements en place à ce moment-là, quelles seront les mesures pour accompagner. Et quand on voit comment le gouvernement actuel résorbe petit à petit tout ce qui faisait le tissu mutuel, on va dire, hérité de l'après-guerre, je pense notamment à tout ce qui est assurance chômage, retraite, etc. Et comment vont mal nos systèmes de santé à l'heure actuelle, je comprends trop bien pourquoi la population à Lubrizol, autour de Lubrizol, est extrêmement inquiète. Jérôme Bignon ? Moi, il y a un point sur lequel je voudrais revenir, parce que je trouve qu'on l'a évacué assez rapidement. Dites-nous. C'est le fait que si la réglementation existante était appliquée, on n'aurait pas eu Lubrizol. Lubrizol s'est passé parce qu'il y a des patrons, ils prennent leurs responsabilités. J'espère qu'un jour, ils auront à en répondre de façon tout à fait légitime, démocratiquement. Mais j'espère qu'un jour, on nous expliquera pourquoi la réglementation qui existe et qui doit être appliquée ne l'a pas été. Pourquoi ils sont incapables de donner la liste des marchandises qui étaient stockées dans l'usine d'à côté, quelles étaient leurs conventions avec l'usine d'à côté, pourquoi ils n'ont pas fourni encore à ce jour la liste de toutes les molécules qui étaient sur le site, pourquoi leurs contrats de sous-traitance sont d'une telle faiblesse que les sous-traitants sont incapables de remplir les missions qu'on leur confie. Et vous pourriez rajouter aussi le fait que ce n'est pas la première fois, c'est 2 accidents en 6 ou 7 ans. Et c'est là où la force publique a failli, c'est qu'il y a déjà eu un accident moins grave, mais plus ou moins, 2014. que la seule amende a été de quoi, 5 000 euros, 10 000 euros, et que depuis rien n'a été fait, et les nouvelles autorisations d'élargissement, et je vous laisse finir, ont été données par des préfets et non par des personnes qui sont habilitées à évaluer. Il y a 2 responsables. Il y a l'État, on crée des réglementations. Alors après, on peut dire qu'elles sont idiotes, insuffisantes, etc. Mais enfin, elles existent. Dès lors qu'elles existent, la revendication minimum que je formule, c'est qu'elles soient appliquées et qu'on vérifie qu'elles soient appliquées. Or, en l'occurrence, si la réglementation avait été appliquée, il est probable que cet accident n'aurait pas eu lieu dans les circonstances dans lesquelles il a eu lieu. Il y a trop de matériel stocké, on ne sait pas ce que c'est. Comment voulez-vous que les réactions soient de bonne qualité au moment où ça se produit? Il y a un vrai problème. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a d'autres sites Seveso en France. Et qu'est-ce qui nous dit que la perte de compétences des sous-traitants, la perte de compétences d'un certain nombre d'industriels, voyons le problème d'une autre façon, décalons notre regard sur Flamanville, c'est pas très loin de Rouen, où on voit que la sous-traitance ne s'est plus soudée comme on soudait il y a 20 ans, et on s'aperçoit que ça nous met dans une situation de dangerosité et de surcoût. Il y a des réglementations qui existent. Delphine Batho a parlé de faute grave de l'État, vous iriez jusque-là? Elle a dit pas de tel ou tel gouvernement, mais de l'État. L'État a une responsabilité forte parce qu'il crée des réglementations.
ces réglementations, elles doivent être appliquées, elles doivent être surveillées, elles doivent être... Alors, dans l'État, évidemment, on vise toujours le chef en disant c'est lui qui est responsable de tout, mais il y a des sous-chefs, il y a des directions, il y a des services qui sont organisés. Je suis sidéré, à chaque fois que ces pépins arrivent, qu'on tombe du cocotier en disant mais non, mais on ne comprend pas comment ça a pu se produire, etc. On a l'impression que tout est bien organisé. Ça pourrait se reproduire et on se redira la même chose. Je pense que ça se reproduira d'ailleurs. C'est malheureusement ce qui se passe à travers le temps. C'est qu'à chaque fois, on fait des petites améliorations, mais on ne met pas la question environnementale. On ne traite pas le problème. Oui, à ce sujet, sur l'application du droit et de la réglementation, en fait, les historiens se rendent compte qu'en fait, la réglementation n'est jamais appliquée, en fait, même quand il n'y a pas d'accident. Les industriels, ils ont leur propre rythme de fabrication, et quand on regarde les archives, on est assez frappé de voir à quel point, en fait, les autorités sont sans cesse en train de se battre vis-à-vis des industriels, mais qui n'ont pas les moyens, en fait. Mais alors, à cause de quoi parce qu'il y a le rythme de production, il y a la complexité des produits, il y a la nature... le manque d'agents d'État qui viennent surveiller aussi. Il y a un problème de moyens. Alors, ça peut être un problème de moyens, mais c'est aussi la logique du développement économique qui fait que l'activité économique en elle-même n'est pas sur le rythme de l'administration. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, par rapport au nuage qui s'est répandu et aux effets sanitaires dont on parlait, en fait, ces produits, c'est vrai qu'ils se sont disséminés de façon assez concentrée dans une région, Rouen et le nord de la France, mais en fait, ces produits se seraient disséminés ailleurs s'il n'y avait pas eu cet accident, parce que c'était une usine de fabrication de lubrifiants et de produits pour l'industrie automobile, et en réalité, si ça n'avait pas explosé, ces produits auraient été revendus à l'industrie et se seraient propagés un peu partout. L'OMS, qui n'est pas l'organisation la plus virulente en termes d'écologie, considère quand même qu'il y a 50 000 morts par an prématurés en France dans les villes du fait de la mauvaise qualité de l'air et 9 millions de morts par an à l'échelle mondiale. Donc, alors, ce sont des calculs qui sont liés aux différents contaminants qui sont déversés par l'industrie automobile, notamment. Et là, ce sont des produits tout à fait similaires. Donc, on sait que ces produits sont dangereux, on sait qu'ils ne tuent pas sur le coup, mais on sait qu'ils sont dangereux pour la santé et qu'ils vont provoquer des maladies. Et c'est en fait le bien fondé même de l'industrie automobile qu'il faudrait poser à travers cet accident. Parce qu'on peut déplacer le curseur de la réglementation dans un sens ou dans un autre. L'assouplissement, c'est le cas de ces dernières années. On pourrait le renforcer. Sans doute que ça donnerait plus de sécurité à ce type d'installation. Mais on ne résoudrait pas le problème de fond qui est celui d'une pollution chronique généralisée par ce type d'industrie qui existe et qu'on a fini par accepter. Sandra Regol, et après on part en salle des conférences. C'est vraiment le cœur du problème. C'est-à-dire que la seule chose qui n'est pas évoquée dans la réponse à la catastrophe de Lubrizol, qui effectivement n'est pas la plus grave forcément qu'il y ait eu en France, ou la plus catastrophique, mais c'est celle qui arrive au moment où la population française conscientise l'urgence climatique et les oppressions liées aux pollutions. Et en fait, la seule question qui n'est jamais posée, c'est celle de l'autorisation de la simple présence des produits toxiques sur notre territoire. Je ne parle même pas à proximité des habitations, je parle sur notre territoire. Et rien n'est envisagé là-dessus. Pendant les élections européennes, on avait proposé, parmi le traité environnemental qu'on portait, de supprimer complètement tous les produits toxiques en instaurant ce qu'on appelle une minimisation des expositions aux produits toxiques, une sobriété d'exposition, pardon, parce que la nature contient aussi des produits toxiques, on ne va pas se mentir, mais on ne va pas en nature, en forêt, aller cueillir des champignons vénéneux pour le simple plaisir de les manger. Là, aujourd'hui, quand vous enduisez de la crème sur le visage pour vous hydrater, eh bien, vous intégrez aussi des produits hautement dangereux pour votre santé. On ne peut pas continuer à avancer. Vous avez raison, vous avez sûrement raison sur le fond. Le problème, c'est qu'on est dans une période de très très forte mutation et que cette mutation, on ne l'a pas engagée au rythme auquel il faudrait l'engager. On ne peut pas brutalement dire on supprime la voiture. On vit dans un univers qui est très compliqué. On voit bien les évolutions. On n'est pas tout seul sur la Terre. Nos voisins, nos concurrents, les produits dont on parle, on ne peut pas dire du jour au lendemain, on les supprime, c'est terminé parce que c'est malsain. Certains peuvent le faire parce qu'ils en ont les moyens. Mais la preuve, c'est qu'il y en a qui vivent juste à côté. Ils aimeraient mieux vivre ailleurs si on leur proposait des logements ailleurs. On ne peut pas brutalement transformer tous les logements ailleurs. Enfin non, et je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour aborder un dernier point. C'est le dernier incident en date qui pose aussi quelques inquiétudes et je vais vous faire réagir rapidement après. C'est le tremblement de terre de Montélimar et ses effets sur les centrales nucléaires du coin et notamment sur les sites de Cruas et du Tricastin. Plusieurs réacteurs ont été arrêtés par précaution, mais les centrales n'ont pas été mises à l'arrêt. Officiellement, il n'y a aucun risque. Je voudrais qu'on interroge sur ce point Mathieu Darnaud, le sénateur LR de l'Ardèche, qui est en salle des conférences avec Fanny Conqui.
Mathieu Darnaud, après ce séisme qui a été ressenti dans votre département, étant donné la présence de centrales nucléaires, est-ce que vous avez l'impression que les mesures de précaution sont suffisantes? Est-ce que vous êtes personnellement inquiet? Écoutez, on est toujours inquiet quand on a ce type d'événements et des séismes. C'est ce qui nous appelle toujours à une vigilance accrue. Maintenant, je crois qu'aujourd'hui, l'État et notamment la préfecture de l'Ardèche a mis en œuvre tous les moyens pour qu'il y ait une surveillance qui s'opère aujourd'hui sur la centrale de Cruas, mais plus largement pour que l'ensemble des populations concernées reçoivent toutes les informations utiles pour éviter le cas échéant une réplique sismique comme il peut s'en produire ou qu'il y ait des conséquences nouvelles suite à ce premier épisode, à ce premier séisme qui a touché l'Ardèche hier à 11h52. On sait que le sud-est de la France est concerné par les activités sismiques. Il y a des centrales nucléaires. Est-ce que c'est pas un paradoxe? Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'avoir cette présence forte de centrales nucléaires dans cette zone? Écoutez, aujourd'hui, je crois que tout est fait pour que la sécurité soit optimisée. Il y a une vigilance qui est, comme je le disais, tout à fait accrue, notamment au travers d'organismes comme la CLIGET qui suivent justement ces questions liées aux centrales nucléaires. De mémoire et par rapport à ce qu'ont pu dire les scientifiques, c'est plutôt le versant plus au sud de la vallée du Rhône qui est concerné traditionnellement par ce type d'événement. Pour autant, je crois que c'est des choses qu'il faut suivre avec attention parce que ça peut avoir une traduction effectivement et une incidence qui n'est pas neutre. Je crois qu'aujourd'hui, tout est fait en tout état de cause pour que maximum d'informations et de vigilance soient appelées des vœux. Parce que là, on sait que les normes qui étaient utilisées pour la construction de ces centrales prenaient en compte le risque sismique maximal répertorié dans l'histoire. Et là, on voit que le séisme d'hier a été supérieur aux normes moyennes enregistrées. Est-ce qu'il ne faut pas revoir les normes de sécurité de ces centrales? De toute façon, chaque événement apporte son lot de questionnements et je crois qu'il faudra être particulièrement vigilant à l'avenir pour tirer toutes les conclusions de ce type de séisme et justement par rapport à ce que vous disiez sur les questions nucléaires, notamment appeler à une vigilance accrue, c'est une évidence. Merci Mathieu Darnaud d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci. Merci beaucoup Fanny. Effectivement, c'est un incident qui est différent de celui dont on parlait, mais qui pose encore les mêmes questions de gestion de risque, de normes à revoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine Bonfanti, de ça? Alors moi, nous nous sommes posé la question tout à l'heure d'évoquer le fait de créer, et pourquoi pas, un ministère de risque industriel nucléaire, parce que, d'abord avec un budget dédié, qui serait important, parce que le préfet, finalement, si on regarde bien l'action qu'il a menée, je trouve qu'il s'est senti quand même bien seul. Et donc d'avoir un ministère dédié nous semblerait intéressant. C'est une idée, Thomas Leroux? Il faut souligner que pour les centrales nucléaires qui ne sont pas classées Seveso, il existe un organisme indépendant, l'autorité de sûreté nucléaire, et que cet organisme indépendant n'existe pas pour les usines classées en fait. Donc ça pourrait être aussi une piste de réflexion qu'il y ait une forme de contrôle en fait d'une structure réellement environnementale sur les risques industriels. Sauf que le gros problème qu'il y a sur ces centrales, c'est que d'une part elles sont beaucoup trop vieilles et que en elles-mêmes, juste par leur installation géographique, on est à proximité de la faille géologique de la vallée du Rhône pour ces centrales. On sait que ce risque existe. Eh bien, on continue à investir des milliards d'euros chaque année dans leur maintien, dans leur prolongement, parce que l'obsession française du nucléaire, qui ne répond qu'à un modèle ancien et dépassé, continue à être le seul moteur de notre développement. Cet argent, c'est celui de nos impôts. Il pourrait être investi aujourd'hui dans des énergies renouvelables pour qu'on puisse passer tranquillement à un autre modèle. Ces énergies renouvelables qui créeraient des emplois en France, près de là où on habite. Je ne vais pas vous refaire le coup des Gilets jaunes où on a eu une crise de ces gens qui sont assignés à résidence loin des lieux où ils travaillent et qui sont dépendants de la voiture parce qu'on n'a pas assez de transport en commun. Enfin, tout ça est lié. On reste obsédé par le soutien à cette filière d'EDF. Et au lieu de ça, on continue à mettre les populations à proximité, en danger, et à leur faire croire que tout va bien. Là, il y a des risques. Un épisode sismique de ce calibre-là fait des dégâts tout de suite, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas,
qui va dérégler un peu les machines, qui fera que dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 1 mois, il va y avoir un souci qui est lié. Mais là, on parle de nucléaire, l'immensité du risque. Donc on minimise, il nous reste 1 minute. Jérôme Bignon. J'aime bien l'idée qui a été évoquée à l'instant d'une autorité de sûreté qui soit de la qualité de l'autorité de sûreté nucléaire. Oui, ça évite de changer de modèle, c'est pratique. Non, mais vous revenez sur Terre un instant pour mesurer qu'il faut passer... Non, pas assez. Il faut passer d'un état à l'autre, il faut du temps. Non, moi je pense à l'avenir en fait, et j'en ai assez des gens qui ne font jamais rien avancer. Ça fait des années que vous êtes élu, vous n'avez jamais fait progresser la législation, vous êtes mal placé pour me donner des leçons. Un instant, si je permets, je ne vous ai pas interrompu, ayez la gentillesse de ne pas m'interrompre. L'autorité de sûreté nucléaire remise dans une perspective industrielle. J'ai vu des débats entre les dirigeants d'EDF et le patron de l'autorité de sûreté nucléaire. Je vous jure que les gens de EDF, malgré leur qualité intellectuelle certainement très brillante, ils n'en venaient pas large par rapport au patron de l'autorité de sûreté nucléaire qui a montré une indépendance, un caractère, et il n'a pas cédé. Et sur la centrale de Flamanville, ils sont repartis pour 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. C'est peut-être idiot de le faire, mais en tout cas, ils vont dans cette direction-là et ils s'y tiennent en vérifiant jour après jour que c'est bon. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Merci. Demain, 7h30, bonjour chez vous. Vous avez rendez-vous comme tous les matins avec Oriane Mancini et l'invité de demain, l'invité politique, c'est Amélie de Montchalin, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Très bonne soirée sur Public Sénat.